Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le Nolio Podcast, épisode numéro 13 et aujourd'hui nous entretenons avec Robin Duvillard. Robin, bonjour. Bonjour. Alors Robin, pour te présenter en quelques mots, si certains ne te connaissent pas, puis après tu le feras mieux que moi, tu es un ancien athlète en ski nordique, en ski de fond, puisque tu as raccroché du moins le côté athlétique, on va dire. Ancien athlète qu'on a vu un petit peu à la télé, même si c'est moins médiatisé que le biathlon. On arrive tout de même sur Eurosport et parfois aux Jeux Olympiques sur les grandes chaînes à vous voir, hein, puisque toi, tu étais surtout dans le relais pour tout ce qui est médailles aux championnats du monde et aux JO. Et puis, tu es un fervent défenseur de la longue distance avec sans doute les meilleures places françaises sur le 50 km. Ouais, je ne sais pas si on peut dire tout ça sur la fin, mais oui, donc j'étais athlète international pendant de très très longues années. Oui, effectivement, j'ai arrêté la carrière en 2019. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois les JO et donc voilà, c'est cette médaille au jeu à Sochi et puis aussi cette 6e place sur le 50 km, comme tu dis, fait que voilà, j'ai toujours apprécié les efforts un peu plus longs. Le 50 km est vraiment une distance qui me plaisait. Et puis, parallèlement à ça, je crois qu'on a la chance en ski de fond d'avoir des courses populaires qui font que le très haut niveau peut se mêler au niveau amateur sur un même rendez-vous. Et je crois que c'est la force de notre sport. Et ces courses-là sont particulières bah, pour moi dans ma vision de mon sport. Et j'ai toujours apprécié les faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je peux, et en ayant un entraînement un peu décent, on va dire, malgré le travail à côté qui est présent, si je peux aller faire quelques courses populaires, c'est avec grand plaisir. Et oui, tu avais remporté la Transjurassienne en 2019. Donc là, on est sur plusieurs milliers de participants si on parle du week-end dans sa globalité. Donc, c'est vraiment la course populaire, ancestrale en plus. Et tu étais venu la remporter alors que bon, il y avait quand même un calendrier international à tenir à côté, quoi, un petit peu avant, un petit peu après. Oui, j'ai pu la faire 4 fois en tout. J'ai pu la gagner 2 fois d'ailleurs en 2017 et en 2019. Et à chaque fois, autant pour d'autres courses comme la foulée blanche ou d'autres marathons, les temps de course sont quand même bien plus courts. On est plutôt sur des 1h40. Donc, caler ça dans un calendrier de Coupe du Monde, c'est faisable. Une transjurassienne, alors, pour le coup, en 2019, elle était extrêmement rapide, mais sinon, Ah oui, il y avait Vando. Ouais. il y avait un petit peu le vent de dos et les conditions assez favorables pour faire un temps un peu express. Mais sinon, ça reste que voilà, 68 km ou 76 km avant, il fallait quand même la préparer un peu et qui demandait des séances un peu spécifiques qui ne collent pas toujours avec le calendrier Coupe du Monde. Donc, je me souviens de ma première expérience que j'avais fait, c'était peut-être en 2009, quelque chose comme ça, ou non, un petit peu avant, où du coup, je m'étais lancé sur le 76 km et voilà, je l'avais prévu 2 semaines avant parce que le calendrier s'était ouvert. Je savais que jusqu'à 3 heures, ça allait et la course a duré 3h40 parce qu'on avait des conditions très lentes et pour le coup, un peu de vent de face. Et ouais, c'est un autre effort. En plus, j'étais jeune et voilà, donc quand le calendrier le permet, on essaye vraiment de pouvoir aller sur ces courses-là, même si de temps en temps, ça implique une préparation assez spécifique qui est pas toujours compatible avec la Coupe du monde.
Et oui, puis là, en parlant de course populaire, il y a la foulée blanche qui va avoir lieu après plusieurs années d'annulation. Là, normalement, ça y est, niveau neige, vous allez être gâté. Toi qui es sur le plateau du Vercors à Villard-de-Lans, c'est ça? Exact. Là, tu vas faire un tour, tu vas emmener des athlètes, tu vas peut-être participer toi aussi. Exactement, tu as tout résumé, les trois. C'est-à-dire que Ah, c'est la foulée blanche. Alors, pour reprendre, effectivement, pour l'instant, on a un hiver incroyable. Je crois que mm, de mémoire, ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça a attaqué assez tôt. C'est bien resté. Et on a eu des chutes de neige juste vraiment monstrueuses sur la fin d'année 2021 qui ont permis de passer le redout du Nouvel An. Et ouais, là, on a des conditions juste magnifiques. Donc, sur l'enneigement, ce ne sera pas le problème cette année pour la foulée blanche. Il y a toujours cette incertitude Covid qui plane sur les événements sportifs depuis maintenant 2 ans. Donc ça, ils sont toujours suspendus à des décisions préfectorales ou ministérielles. Et puis voilà, la flambée des cas qui peu importe ce qu'on en pense, qu'on soit, euh, peu, peu importe en fait la manière dont on perçoit la situation actuelle, il y a la réalité qu'à la fin, il y a une décision qui va être prise de mm, laisser la course se faire ou de l'interdire. Donc mm. aujourd'hui, ça a l'air, on semble qu'on est vers un feu vert. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de feu rouge, j'ai envie de dire, il y a un feu vert. Et puis après, bah, pour moi, c'est sûr que je vais aller faire la course. Donc, j'aurai un dossard sur le 42 km. Ça, c'est prévu de longue date. Et j'aurai mes athlètes, si je peux dire. Alors, il y aura ceux du Team Vercors, Team Vercors Isère Ça, c'est les grosses cylindrées, ça. que je supervise. On va dire, je suis le directeur sportif de cette équipe. Je ne suis pas forcément leur entraîneur au quotidien parce qu'il y a Rémi Salacrou qui s'en occupe. Puis moi, je n'ai pas le temps de leur faire, de m'occuper de ça, mais ça reste voilà, l'équipe à laquelle j'appartiens aussi, où j'ai appartenu en tant qu'athlète. Et donc voilà, et aussi ma promotion de sportif amateur qui, via The Camp, en fait, notre structure hôtelière sur laquelle on peut organiser des stages sportifs et pas mal de produits. J'imagine qu'on aura le temps d'y revenir après. Et voilà, j'ai une dizaine de personnes de tous horizons qui ne sont pas des compétiteurs, enfin, du moins pas en ski de fond, qui ont des âges très variés et qui se sont lancés le défi d'aller faire 42 km de la foulée blanche. Donc, on va le faire tous ensemble. Je les ai préparés pour ça. Et puis voilà, de leur faire vivre une préparation sportive. Donc, à moitié à distance. Et puis, avec quelques rendez-vous sur quelques week-ends où on a pu travailler la technique, parler de plein de choses. Donc, ce sera aussi l'occasion pour eux de se lancer à l'assaut des 42 km. Oui, parce qu'effectivement, Robin, même si on se fait plaisir un petit peu avec ton palmarès, il y a la petite médaille au JO qui a fait plaisir. En plus, quand c'est en équipe, je trouve qu'en France, il y a un petit peu plus d'attrait. On aime bien ce dépassement entre copains. C'est vrai que tu es ici parce que tu es entraîneur. Donc, tu es entraîneur et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est, avant qu'on rentre un peu plus dans les questions, voilà, entraînement, ce qu'est The Camp. Parce que c'est vrai que sur le Nolio podcast, on a eu pas mal de gens qui voilà, entraînaient quelques coureurs à pied, quelques cyclistes, quelques triathlètes un petit peu à distance. Mais toi, c'est un petit peu différent, justement. Alors oui, The Camp, donc en fait, c'est un projet qui est né il y a quelques années déjà et qui est sorti de terre en 2018. Donc, c'est avec Marie Dorin et Loïs Habert surtout, Mmh. où où on a créé ce concept. En fait, l'idée, c'était de poursuivre notre carrière, d'avoir un projet commun parce on est très proches et on partage vraiment les mêmes valeurs. Et on avait envie de développer notre territoire, de pouvoir partager ce que le sport a pu nous apporter dans nos carrières et d'amener, de, euh, on va dire, de pouvoir perfectionner les gens dans les disciplines qui sont les nôtres. Donc le biathlon, forcément, pour les deux autres, mais le ski de fond ou le ski à roulettes, de démocratiser un petit peu tout ça. Et on s'est assez vite rendu compte qu'il nous fallait un centre en fait, pour pouvoir accueillir ces gens. Donc, comme on ne trouvait pas de solution
pour retaper quelque chose, ben, on l'a construit en fait. Donc, c'est sur Corançon-en-Vercors. C'est au départ de la piste de ski à roulettes. La piste de ski à roulettes est collée au bâtiment. On ouvre la porte, on est parti sur les skis roux, donc, ou sur les pistes de ski de fond l'hiver. On est au départ du golf, au départ des chemins. Donc, il y a beaucoup de choses qui transpirent dans ce lieu. C'est un lieu qui a été pensé pour le sport, mais qui n'est pas réservé que aux sportifs, du moins pas qu'aux champions. Vous pouvez y aller en famille, vous pouvez y aller en week-end, vous pouvez y aller avec votre séminaire d'entreprise, vous pouvez y aller avec votre équipe sportive, effectivement, parce que bon, voilà, c'est un lieu où on est rassemblés autour du sport, mais on n'est pas spécialement obligé d'aller en faire. Et avec ça, en fait, ça nous permet, sur des dates précises, de proposer des stages d'initiation au biathlon ou de perfectionnement, de perfectionnement aussi en ski à roulettes ou en ski de fond. Et puis, ben, pour le coup aussi, de temps en temps, alors il y a plein de stages hein, différents, mais il y a aussi ce stage de préparation à la foulée blanche qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il dure un peu plus longtemps que les autres. Il dure pendant 3 à 4 mois où je prends une promotion chaque année, pardon, et je les prépare, c'est-à-dire que je vais leur amener beaucoup de choses, en fait, moi et pas seulement moi, parce qu'il y a des intervenants extérieurs qui, sur chaque rendez-vous à The Camp, interviennent. Donc, il peut y avoir un préparateur mental, il y a de la nutrition, il peut y avoir sur l'aspect matériel, sur l'aspect fartage, sur toutes les petites composantes de la performance en ski de fond, et de pouvoir leur ouvrir les yeux un petit peu sur, parfois que c'est pas seulement juste avoir la caisse qui nous fait aller vite sur les skis et qu'il y a beaucoup de choses à appréhender, et notamment quand on est quand on est, sportif amateur, où on a une vie à côté, on a un travail, on a peut-être une famille, on a des enfants, on a toutes ces choses qui nous contraignent et nous réduisent notre temps libre. Et ben, il y a des choses qu'on peut faire aussi, qu'on peut améliorer sans que ce soit forcément chronophage. Et voilà, c'est aussi une découverte de ce côté-là. Donc, ils viennent. Sur les week-ends, il y a de la technique, il y a des séances physiques, il y a des séances de ski, forcément. Et puis, des discussions beaucoup sur l'entraînement, sur les allures d'entraînement, sur comment on peut programmer un petit peu les choses. Et puis, parallèlement à ça, moi, je leur fais à distance, via Nolio, le la planification en fait, de leur entraînement pendant 3 4 mois. Il ne faut pas rêver, en 3 4 mois, on fait pas des changements monstrueux sur les personnes, mais on leur amène une trame, on leur fait comprendre un petit peu les choses, comment on peut s'entraîner, comment on peut aménager les choses malgré un emploi du temps chargé, comment on peut optimiser un petit peu le la préparation pour arriver à se faire un petit peu plaisir sur une course comme la foulée blanche. Mais l'objectif, il est bien au-delà, que tout ce qu'ils aient appris puisse leur servir, sur d'autres événements, que ce soit en trail, en vélo ou peu importe. L'entraînement en endurance reste l'entraînement en endurance. Et puis à plus long terme aussi, des choses dans la vie. Bien manger, c'est bien pour le sport, mais c'est aussi surtout bien pour la santé en premier lieu. Et alors, c'est une promotion d'environ 10 personnes là que tu as depuis 3 mois, que tu vas emmener. C'est quoi? C'est fin janvier? C'est le dernier week-end de janvier, la date de la foulée blanche? Oui, exactement. Ce sera le 30 janvier, la course. Alors, cette année, c'est un petit peu particulier. Donc, c'est la quatrième promotion. Pardon. Et c'est la première Excusez-moi. qui va aller sur la course. Non, c'est faux. Mais ce sera la. Je suis désolé, j'ai fait une grosse séance de sport ce matin et j'ai les bronches ramonées, donc je dois tousser à des moments. Excusez-moi. Oui, en fait, ça va être la première qui va faire le 42 avec moi. C'est-à-dire que la première année, ils avaient tous pu faire le 42 km, mais moi, c'était un peu particulier sur cette première promotion, c'est que j'étais encore en carrière. Donc, à ce moment-là, j'étais en Coupe du Monde, donc je les ai préparés sur le dernier week-end à distance. Et après les 2020 et 2021, la course phare a été annulée. On a trouvé d'autres subterfuges un petit peu. En 2020, on était aussi allé faire le marathon de l'Alpe d'Huez avant pour préparer. Et puis, on avait eu la course en classique qui avait eu lieu pour certains. Puis, on avait fait le challenge entreprise de la foulée blanche. Bon, bref, on avait trouvé un petit peu des courses. Et l'an passé, on a fait le défi un peu virtuel, comme il disait ça, où on est tous allés faire le 20 km. Mais simplement, ce n'était pas le rendez-vous avec tout le monde ce jour-là. Donc, on a fait
la promotion foulée blanche qui faisait sa Mastart et qui faisait une foulée blanche. Et là, donc, ce sera la première année où moi, je vais pouvoir courir. Eux vont faire le 42 km et à la fin, on se retrouve à la fin de la course pour savourer ensemble, tous ensemble, ce défi physique qu'ils auront relevé de haute lutte. D'accord. Et du coup, ton métier d'entraîneur t'amène donc à avoir cette promotion pendant 3 4 mois. Et puis, le reste de l'année, c'est quoi? Tu vas être sur d'autres stages? Tu vas être sur des athlètes individuels? Comment tu gères tout ça? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore de la place sur ma tête pour rajouter des casquettes, mais c'est sûr qu'entre entre la gérance de l'hôtel-restaurant et surtout de cette partie sportive qui est vraiment dans mes prérogatives, ça prend beaucoup de temps. L'hiver, je commente également le circuit Coupe du Monde sur la chaîne Eurosport. Euh, donc ça me prend quelques temps. Il y a les activités avec le Team Vercors où, sans être le coach, voilà, je reste directeur sportif, mais j'essaye d'aller avec eux sur certains stages et de pouvoir amener un petit peu de mon expérience ou du moins d'aller un petit peu plus loin parce que je leur fais aussi des fois les programmes de musculation ou certaines séances s'il y a besoin. Voilà, donc il y a ces activités-là. Et puis après, sur The Camp, il y a des stages que je vais organiser euh, plus ponctuellement sur certains week-ends où là, j'interviens et il n'y a pas de coaching à long terme. Par contre, il y a du coaching technique, il y a des discussions autour de l'entraînement pour, encore une fois, que ces sportifs amateurs comprennent bien les choses. C'est vrai que j'ai une intervention sur les allures d'entraînement que j'affectionne tout particulièrement et que je replace sur beaucoup de stages, parce que les gens changent, hein. Ou même des fois, s'ils reviennent, c'est toujours bien de l'entendre plusieurs fois, parce qu'aujourd'hui, le sportif amateur il y a pas de, c'est pas péjoratif, hein, le sportif amateur, faut pas le prendre Ouais, comme ça, mais vas-y, je du sais. moins pour moi, quelqu'un où le sport n'est pas son métier, du moins, et c'est pas sa priorité numéro un. Sur les allures d'entraînement, il y a un énorme boulot à faire là-dedans Ah oui. parce que tout le monde s'entraîne beaucoup trop vite, en fait. Pas beaucoup trop vite, mais un peu trop vite. Mm. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on va amener. Puis à côté de ça, j'ai aussi de l'entraînement. Ça peut arriver soit ponctuellement sur des séances avec des différents profils individuels. On a deux petits jeunes en biathlon qu'on entraîne conjointement avec Loïs Habert. Et puis, de temps en temps, ça peut arriver un trailer ou un ou une trailer d'ailleurs, voilà, qui ont besoin sur quelques séances qu'on leur apporte des choses et les aider un petit peu dans de la planification, comprendre un petit peu mieux l'entraînement, d'avoir peut-être des idées de séance aussi un petit peu. Moi, je suis comment dire, un fervent opposant au programme d'entraînement en ligne. Pas en ligne, mais déjà tout planifié, c'est-à-dire qu'on va payer tant, on a notre programme d'entraînement pour telle course dans quelques semaines, et voilà, en fait, il faut suivre le plan à la lettre. Alors, c'est très bien pour avoir une trame, c'est très bien, c'est ce qu'on va lire dans les livres, en fait, mais au final, alors dans certains sports, ça peut effectivement fonctionner, mais ça, c'est ce qu'on appelle le plan A, quoi. Enfin, le plan initial, et c'est vrai qu'il y a une phrase qui... S'il y a un petit caillou qui se met dans la machine, derrière, ça casse tout. Voilà, le plan étant la première chose qui meurt à la guerre, je me dis que voilà, il vaut mieux pouvoir peut-être avoir un plan un peu moins prédéfini, mais d'être capable d'ajuster à tout moment, surtout qu'un plan d'entraînement, c'est bien, mais les gens, ils ont un passé, ils ont un passé récent, ils ont un passé très éloigné qui font que ce pas les mêmes personnes, peu importe s'il y a un instant T, elles se ressemblent un petit peu dans leur vie. Il y a le côté physique, puis il y a le côté mental, il y a tout ce qu'ils ont dans leur vie et dans leur organisation à côté, leur situation géographique, toutes ces choses qui font que un plan d'entraînement non individualisé, j'y crois un peu moyennement. Mm. Toi, tu es plus là, du coup, vu que tu vois passer en fait du monde extrêmement souvent, tu es plus là pour donner les bons outils au public que tu as devant toi qui peut être changeant. Voilà, exactement. C'est-à-dire que
je n'ai pas forcément aujourd'hui de gens que j'entraîne sur le très long terme. Il y a eu une personne, Chloé, justement, qui faisait du trail, avec qui on a passé un petit peu de temps à se suivre. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai pas forcément le temps pour suivre à l'année quelqu'un, c'est très chronophage. Mais ce qui m'intéresse, c'est peu importe le temps qu'on a, c'est pas de ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la destination où les gens on les emmène, c'est plus de leur amener de l'autonomie. C'est qu'ils comprennent les choses. J'aime beaucoup en fait expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça aux gens, pour que derrière, ils soient un petit peu plus indépendants, même si on a toujours besoin d'un coach, parce que c'est motivant, ça permet de se bouger un petit peu, on s'engage un peu et ça nous oblige en quelque sorte à faire les efforts qu'il faut pour tel ou tel objectif. Alors, quand on est tout seul, c'est un petit peu plus dur de se motiver. Et puis, ça amène aussi un certain recul. C'est-à-dire que même un très bon entraîneur, euh, à un moment, va avoir besoin d'un coach parce que c'est des fois un peu le fait que je dis, pas ce que je fais. Je m'en rends compte, moi, aujourd'hui, quand je vais avoir des grands principes où je vais dire à tel ou tel athlète, je vais être très ferme sur mes positions sur certaines choses. Et parallèlement à ça, moi, de l'autre côté, je n'arrive pas forcément à me créer un plan d'entraînement parce que j'organise, voilà, c'est le travail qui reste ma priorité. Et puis, bah, quand j'ai un créneau, je vais faire du sport. Puis pendant mon échauffement, je réfléchis à ce que je pourrais faire. Donc, on a tous besoin d'un coach. Et moi, sur les petits moments pour lesquels j'interviens auprès des gens, voilà, bah, essayer de leur ramener les réponses qui sont spécifiques à eux, à ce qu'ils recherchent, et puis de leur donner quelques clés. Parce que dans un premier temps, notamment sur les sports d'endurance, bon, on n'a pas besoin d'avoir un coach qui court avec nous pendant 3 heures tous les jours, quoi. C'est autant sur peut-être un coach de tennis, et on a besoin de voir taper les balles la personne tout le temps, d'être là pour rectifier certaines choses. Bon, il y a un moment, le sport d'endurance, ça se fait aussi tout seul, et il faut être capable je pense, d'avoir une certaine autonomie là-dedans. Oui, par contre, là où tu vas être très présent justement pendant les stages, c'est quand tu vas initier les gens, par exemple au ski roue ou au ski de fond aussi, parce que là tu nous parlais de ton groupe de 10 personnes, puis tu disais que c'était des sportifs amateurs, mais qui en plus de ça n'étaient pas forcément fondeurs avant. Exactement. En fait, j'ai beaucoup de gens qui… Alors, dans les promotions qu'on a eues là, sur la quatrième, là, on en est là, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui n'avaient jamais fait de course de ski de fond. J'en ai beaucoup qui n'avaient jamais fait de ski à roulette. Et donc, voilà, c'est un petit peu aussi le challenge, c'est de leur amener ça. C'est-à-dire que pour moi, je crois que on a un sport hivernal qui se pratique sur une saison qui est de plus en plus courte, enfin, ou du moins qui peut être très courte, ça on ne le sait pas à l'avance. Et les gens aujourd'hui, ben, la plupart, ils habitent dans les villes, quoi. Donc, pour ceux qui viennent me voir, soit à Grenoble, Lyon, j'en ai à Paris, j'en ai à d'autres endroits, j'en ai qui sont aussi en montagne ou plus proches de certaines stations. Mais, mais ils n'ont pas forcément l'accès au ski dès le début novembre. Et je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens, et je pense que peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui vont se reconnaître, de dire, mais en fait, moi, quand je reprends le ski de fond en début de saison, je trouve ça dur, j'ai l'impression d'avoir régressé, j'ai l'impression que mon niveau, il repart de zéro. Et alors, imaginez quand il commence à neiger début janvier et que la saison s'arrête début mars, par exemple, bah, il y a beaucoup de gens qui, des fois, se démotivent un petit peu et se disent, bah, je ne vais pas sortir les skis de fond pour 12 séances sur 2 mois et où je vais galérer un peu au début. Et donc, ils gardent plutôt le vélo où ils patientent un petit peu en courant. Alors que on a un outil formidable qui est le ski à roulette. Certes, il y a le revêtement du bitume qui est un petit peu plus dangereux, il ne faut pas nier que de la neige, mais ça s'apprend encore une fois. Et une fois qu'on a eu un petit enseignement de certaines techniques de freinage, de ralentissement, d'aisance un petit peu là-dessus, surtout sur la piste de ski à roulette à Corançon, où il n'y a pas de voiture, en fait, où c'est fait pour ça. Ça réduit un petit peu l'anxiété qu'on peut avoir de ce côté-là. Il n'y a pas les passages, il n'y a pas les passages cloutés.
d'un revêtement qui peut être glissant sur la route, hein, on le sait en vélo. Hein. Et ben, une fois qu'on a vécu ça, on se dit, ben, en fait, pendant 12 mois, je peux pratiquer cette discipline et je peux le faire sur des routes. Et on a tous autour de chez nous des routes qui sont plus ou moins fréquentées. On peut aussi faire une montée de col où d'un coup, on n'a pas de descente. Bon, il faut juste s'organiser avec une voiture et voilà, mais ni plus ni moins que ce qu'on fait quand on va faire un canyon ou quand on va faire d'autres activités, ben, on s'organise pour qu'il y ait une voiture qui nous redescende et ainsi de suite. Donc voilà, ce ski à roulette fait vraiment partie de la préparation du skieur de fond et c'est ça que je veux aussi amener aux gens. Pour qu'il y ait plus de gens, à mon avis, qui pratiquent le ski de fond l'hiver, il faut aussi qu'il y ait un petit peu plus de gens qui démarrent ou qui poursuivent leur activité avec le ski à roulette parce que je crois que c'est quand même aussi l'avenir un petit peu de notre sport. Mmh. Ouais, je le vois, hein, quand je reprends le ski à chaque début d'hiver, bah, il faut 5 séances, quoi, à peu près 2 semaines pour retrouver des bonnes sensations. Puis après, on se fait plaisir. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu alarmant, voire même démotivant, même quand on se connaît. On se Ben, dit, punaise. surtout qu'on est tous dans les sports outdoor, il y a énormément de gens en fait, qui pratiquent le ski de fond et qui sont trailers ou cyclistes. Donc, qui vont naviguer entre ces trois sports, VTT, vélo, course à pied et puis ski de fond l'hiver ou ski de rando, mais encore une fois, c'est l'hiver. Et donc, sur la préparation, sur toute la période estivale, c'est des sports qui sont très axés sur le bas du corps, sur les jambes. Donc, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas besoin d'avoir le plus grand gainage pour faire du vélo. En course à pied, il y a beaucoup de gens qui courent et qui ne sont pas des foudres de la préparation physique. Donc oui, quand d'un coup, on remet le haut du corps, le bas du corps, surtout que les gens ont toujours envie de se servir de leurs bras en ski de fond, alors qu'il faut en premier lieu se servir de ses jambes. Et ben oui, d'un côté, on a l'impression de s'épuiser parce qu'on se sert des bras qui n'ont pas été utilisés suffisamment pendant l'été. Et on se dit, mais ça ne va pas du tout. Je m'épuise, j'ai du mal à retrouver un petit peu ces sensations. Ça peut être d'équilibre, mais aussi d'empilement, en fait, de pouvoir faire fonctionner le haut et le bas ensemble. Donc, on perd un petit peu du temps. Et comme tu le disais très bien, il y en a certains aussi qui, ouais, ça fait un petit peu du mal. On a l'impression d'être en forme parce qu'on a bien couru, qu'on a bien fait du vélo. Et puis le début, ça reste dur, quoi. Alors qu'avec un petit peu de ski à roulette au milieu, je pense que la transition se fait beaucoup plus en douceur. J'en vois de plus en plus, hein, autour du lac du Bourget qui, en septembre, octobre, mettent les skis roux sur le. Il y a une petite voie lacustre. Robin, qu'est-ce que tu as eu comme formation pour arriver justement à gérer les stages dans The Camp? Alors moi, du coup, j'ai un diplôme d'état de ski nordique. Donc, c'est le premier niveau du coach, on va dire. Ça, c'est clairement le diplôme qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire ça. C'est Après, le diplôme pour coacher légalement, on va dire. légalement, Voilà. exactement. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'aimerais bien prendre un petit peu plus de temps pour approfondir un petit peu ça. Je réfléchissais à un BE2 ou voilà, d'aller un petit peu plus loin. Donc, ce n'est pas encore d'actualité. Mais du coup, je me suis fait un diplôme d'université de préparateur physique, là, le DUEP à Lyon en 2019-2020. Donc, parce que vraiment, la prep physique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que, alors, je n'irai pas jusqu'à dire que dans tous les sports outdoor ou tous les sports d'endurance, c'est l'avenir, c'est la clé, parce que je ne pense pas que, notamment sur les versants musculation, je ne crois pas qu'il y ait besoin de faire beaucoup plus pour certains sports. Mais pour le nôtre, oui, aujourd'hui, on a un sport qui va de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et pour gagner, il faut être capable d'être très complet. Je pense que le ski de fond a toujours été un sport assez complet. Et aujourd'hui, ouais, avoir des points de VO2, c'est bien. C'est la base, peut-être, on va dire. Mais à la fin, ça ne suffit pas. Et notamment dans mon cas ou dans le cas de pas mal de Français pendant une grande partie, ouais,
très grosse génération. Sur les courses de distance, on était des caissus, mais on n'était pas forcément ceux qui allaient gagner les courses quand ça arrivait en groupé. Donc aujourd'hui, il y a des grosses améliorations à aller faire là-dessus. Et je pense que la clé, elle se trouve dans d'autres disciplines. Ouais. On a besoin de s'ouvrir un petit peu à ça, peut-être de rafraîchir un peu certaines techniques d'entraînement et d'aller chercher la… Quand on n'a pas trouvé la clé pendant un moment, il faut aller la chercher ailleurs. Ouais, alors, c'est vrai qu'en ski de fond, il y a une phase de préparation physique qui est quand même très conséquente, puisqu'une fois que vous avez fini la saison et que vous avez réalisé votre coupure, ben voilà, il reste le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, avant de pouvoir vraiment aller skier. Alors, peut-être des fois, ça reprend en octobre dans les Dolomites ou sur le glacier de Tignes, mais bon, ça reste encore discret, donc ça fait quand même 3-4 mois à faire entre guillemets autre chose. Tandis que tu vois, par exemple, dans un sport comme le trail, où bah, globalement, tu peux courir toute l'année hein, pour les plus chevronnés, bah, l'aspect préparation physique, il est un petit peu laissé à côté. Et il y en a certains, tu leur demandes de faire 1 minute de planche, le gainage, c'est dur. Donc, on est loin des séances de prépa physique qu'on peut trouver sur YouTube d'un Didier Cuche où il saute avec des haltères sur des Swiss balls, enfin, des trucs vraiment voilà, poussés à l'extrême. Il y a quand même des bonnes marges de progression, même en cyclisme, où les mecs vont immédiatement faire des stages dans le sud pour borner tout de suite à la reprise plutôt que de faire un peu de prépa physique. Donc, autant en ski de fond, je pense que vous êtes assez malin pour avoir vu l'entraînement des cadets l'été, autant dans d'autres sports, il y a une petite marge. Ouais, tu as assez bien résumé le truc. Aujourd'hui, du moins, on a un sport qui est extrêmement physique. C'est, il y a l'effort d'endurance, bien sûr, mais c'est de l'endurance de force, en fait. Il, il faut appuyer fort sur les bâtons, il faut appuyer fort sur les skis. Et à des moments, il faut être capable de, si tu veux sortir d'un groupe ou remporter une course au sprint, il faut être capable d'atteindre des vitesses qui soient vraiment impressionnantes. Et puis, on a un sport aussi où l'aspiration va jouer. Donc, au bout d'un moment, ça se ressemble un petit peu au vélo à un moment, même si l'aspiration est moins forte que ça. Mais il n'empêche, euh, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'arrivées groupées. Et aujourd'hui, ben, un fondeur doit être capable d'être endurant, fort, explosif. Et puis, bah, euh, on va dire, suffisamment préparé pour tenir l'ensemble de la saison. Parce que aujourd'hui, une saison de Coupe du Monde, il y a 2 week-ends de coupure dans l'année. Peu de choses près, 2, 3. Alors, en fonction du sprint ou de la distance, voilà, il y a deux on va dire, grands types d'efforts, de grands types de compétitions un petit peu. Donc, tout le monde ne fait pas tout, certes, mais pour moi, je reprends mon exemple, mais aujourd'hui, c'est pareil pour les meilleurs actuellement. Hein. Il y a peut-être un week-end où ils ne font pas de course dans l'hiver. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout de suite une Coupe du Monde, où il y a un voyage, où il y a ci, où il y a ça, où il y a un grand enjeu et le stress qui va avec et tout ça. Mais ça peut être des petites courses autour de chez soi juste pour garder ce rythme. Mais il n'empêche qu'on a une saison qui est relativement courte, sur 4 mois et demi, et une préparation qui est très longue. Mais cette préparation, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, et dans d'autres sports, par exemple, pour 4 mois de compétition, on pourrait se dire, bah, je peux prendre 3 mois de vacances. Là, non, en fait, on prend 3 semaines. Et il y en a, ils prennent même 2 semaines ou moins. Bon, un mois, c'est voilà, c'est de temps en temps quand il y a besoin de couper. Et encore sur le mois d'entraînement, il y a quand même du sport. Mais on a besoin de reprendre vite pour être capable de maintenir que le niveau soit maintenu au cours de l'hiver. C'est-à-dire que ce que les gens ont des fois un peu du mal à comprendre, c'est que oui, peut-être la première, la deuxième compétition du début de saison vont nous affûter un petit peu, vont nous donner le rythme, vont nous rendre meilleurs. Mais après, ce n'est plus le cas. Plus on court, plus notre niveau général va descendre, en fait. Parce que, en fait, si on veut être bon en compétition, on ne peut pas remettre une charge de travail conséquente parce qu'on est sur de la gestion de forme. On doit s'économiser un petit peu parce que le week-end, il y a compétition. C'est
avec un jour de voyage peut-être, une autre journée où on voyage de la compétition du week-end d'avant. De Donc, on nuit, n'a pas souvent. forcément beaucoup de temps pour remettre des choses. Et puis, surtout, ça n'a aucun intérêt. Donc, de temps en temps, il faut aussi déjà avoir une condition physique qui est au top. Parce que surtout, à la différence d'autres sports, c'est qu'on a souvent 2 courses par week-end, voire sur le tour de ski Ben où il y oui. a un gros enchaînement. Et là, si on n'arrive pas à préparer un tour de ski, ouais, ça ne va pas passer. Donc, du coup, derrière, quand on va arriver sur le grand événement, les JO, les mondiaux, il n'y aura plus personne. Et aujourd'hui, il faut être capable de tenir tout ça. Donc, la préparation physique fait vraiment partie du lot du fondeur. Et il faut passer par des gros volumes d'entraînement sur la période estivale. Alors, en plus de ça, toi, tu as commencé à prendre ce rôle à The Camp en même temps que tu finissais ta carrière d'athlète, si j'ai bien suivi la Oui, chronologie. il y a Qu'est-ce eu qui une a année, fait que ouais. tu t'es lancé là-dedans? Parce que bon, on imagine l'athlète, voilà, quand même très pris par la compétition, par tout de même les médias aussi qui vous demandent du temps à côté. Et en parallèle, tu arrives à lancer ça, enfin, à adhérer au projet de Marie et Loïs. Quel a été le coup de cœur qui t'a permis de te lancer là-dedans? Alors, ce projet, on l'a mûri ensemble parce qu'on a habité ensemble pendant 10 ans, donc on a eu le temps d'y réfléchir. Mais ouais, je pense que pour être honnête, il y a un moment où ce n'était pas prévu que The Camp soit dans ma vie en même temps que j'étais athlète. Simplement, dans la vie, les opportunités, on en a tous, tout le temps. Et il y a des moments où on les voit et des moments où on ne les voit pas, en fait, c'est tout. Simplement, je pense que si j'avais été tout seul dans ce projet, à ce moment-là, je ne l'aurais pas vu, l'opportunité. Mais Loïs, lui, il n'était plus en carrière. Il était prêt à ça. Il n'attendait plus que ça, que ça démarre. Et en fait, on a eu l'opportunité avec la mairie de pouvoir construire sur le terrain sur lequel on est actuellement. Et, ça ne se refusait pas, en fait. C'est-à-dire que si on laissait passer cette chance, on n'aurait jamais trouvé aussi bien. Et voilà, The Camp n'aurait jamais été The Camp, en fait. Donc, à un moment, ça s'est fait comme ça. Et il fallait sauter sur l'occasion. Donc, on est parti pleine balle dedans. Et pour le coup, oui, il y a eu une saison, ma dernière saison, où The Camp était déjà sorti de terre. Mais il y a aussi la saison des JO, pardon, des JO 2018, où là, même si The On Camp change. était pas sorti de terre, euh, c'était toute la préparation du projet, le montage du business plan, la recherche de financement, qui n'a pas forcément été la partie la plus longue, mais de penser le projet, de voir un petit peu tout ce qu'on faisait. Donc, c'est-à-dire que ça m'a un peu perturbé. Je pense que ça m'a plus perturbé en 2018 qu'en 2019. Et sans dire que c'est spécialement ça qui m'a fait manquer la qualif olympique, bon, pour des choses qui sont ce qu'elles sont, à pas revenir en arrière, mais bon, ça s'est joué sur des détails. Mais oui, je pense que j'étais plus perturbé à ce moment-là parce qu'il y avait vraiment un changement de vie et voilà. Mais donc, du coup, après, ça se fait un peu naturellement. C'est une organisation du temps. Euh, je- Clairement, j'aurais pas pu continuer plus longtemps ma carrière comme ça parce que je crois que pour être sportif de haut niveau, on peut tous avoir un très haut niveau en se préparant un peu physiquement, en se dégageant du temps. Une fois qu'on a 40 ans et qu'on n'a rien fait pendant les 10 dernières années, c'est un peu plus long de remonter son niveau. Ça, c'est évident, c'est la physiologie qui nous le dit. Mais, euh, mais par contre, après, pour aller faire vraiment du haut niveau, pour aller se battre pour des meilleures places mondiales, c'est de la compétition sur tous les détails, c'est de la compétition au quotidien, il faut une énergie folle et il faut être focalisé que sur ça. Si à un moment, on le voit, tous les athlètes qui à un moment, on brasse un petit peu à côté, à construire une baraque, euh, à s'occuper de certaines autres choses, de temps en temps, ça peut les renforcer, mais sur le long terme, non, il y a un moment où on a besoin d'être à 100%. Et l'expression être à 100%, elle porte tout son sens, même si des fois on l'utilise à tort et à travers. Et moi, il y a un moment où j'étais plus à 100%, c'est-à-dire qu'il y avait
une dispersion de mes priorités et de mes envies aussi. Donc voilà, je pense que j'avais un peu moins de force pour faire tous les efforts au quotidien du haut niveau. Et à la fin, bah, mes résultats étaient pas ceux qui avaient été sur les années d'avant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à un moment, The Camp est arrivé là par, par une opportunité qui s'est ouverte. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regret ou d'amertume par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ce nouveau métier? Alors, au final, ça te permet de rester dans ton lieu d'habitation favori, ça te permet de rester dans le sport, de transmettre aussi aux nouveaux pratiquants finalement, puisque, comme tu l'as dit au début, tu organises des stages, donc finalement, tu as des jeunes pousses, bon, même s'ils sont peut-être parfois âgés, mais tu as des jeunes pousses dans le sport face à toi. Donc, Ouais, c'est quoi je crois qui te que plaît le le mot, plus? tu l'as dit, et il y aura pas mieux, c'est transmettre. J'ai deux parents qui sont instituteurs et Ah ouais, bah voilà. qui étaient instituteurs, ils sont à la retraite aujourd'hui, mais euh, je crois qu'on ne se refait pas, et sans dire que je me voyais être prof, mais au final, je prends plaisir là-dedans et en fait, de pouvoir apporter quelque chose aux gens, en fait, ça peut être sous diverses formes. Il y a un moment, peut-être dans ma carrière, j'ai peut-être pu être inspirant pour des gens, peut-être que je le suis aujourd'hui. J'espère en tout cas pouvoir l'être. Ça, c'est pas à moi de le dire, mais pour des plus jeunes, dans un club ou des. Voilà, ça peut se faire de manière un peu inconsciente. Et puis, il y a la transmission complètement consciente sur ces stages-là où moi, mon objectif, c'est juste que les gens, quand ils viennent à partir du moment où ils ont payé ce stage et qu'ils viennent passer un moment avec moi, que ce soit une séance, un week-end ou plus long, qu'ils repartent avec quelque chose, c'est-à-dire qu'ils soient enrichis de Un connaissances. fromage, Comment? un fromage. Un fromage, voilà, exactement, qui est plein de petites choses, mais ça peut être de conseils techniques. Évidemment, c'est aussi quelque chose que les gens viennent chercher, de se dire, bah, je suis reparti, putain, j'ai des billes pour… Alors, ça, c'est pas parce on a fait les choses. Derrière, il faut pratiquer, il faut continuer, on le sait tous, hein, mais d'avoir compris certaines choses techniques. Peut-être que pour d'autres, ça va être un déclic sur ce que je disais depuis le début, sur l'allure d'entraînement. Peut-être que d'autres, ça va être d'avoir eu des idées d'exercices de préparation physique tout simples qu'on peut faire avec très peu de matériel chez soi et de comprendre aussi peut-être à un moment qu'il n'y a pas besoin de faire 45 minutes de gainage tous les jours pour être une machine et que c'est le meilleur moyen d'arrêter le gainage, de faire ça, mais plutôt de se dire j'en fais un petit peu tous les jours et ça c'est beaucoup plus important que de faire des grosses séances qui nous prennent toute notre énergie à se dire ouais, il faut que je fasse ça aujourd'hui et ainsi de suite, ou simplement des fois d'autres de la confiance. Parce que ça, c'est un versant qui m'intéresse beaucoup. Et quand tu parlais des formations que j'avais ou éventuellement de celles que je voulais faire, euh, moi, j'ai été beaucoup suivi dans ma carrière par un préparateur mental qui continue à intervenir auprès de moi, moins individuellement, mais qui vient justement sur certains stages quand j'en fais la demande. Et ça, ouais, la version préparation mentale, pour moi, c'est non pas c'est une envie pour moi de pouvoir passer un petit peu de l'autre côté, même si j'en fais tous les jours sans le vouloir, mais d'approfondir les techniques pour pouvoir transmettre de ce côté-là. Mais je pense qu'en France, on est en retard là-dessus. On est très en retard et ne veut pas dire qu'on est les seuls à être en retard, c'est pas ça, hein, mais je crois que dans la formation des entraîneurs, le, il y a les entraîneurs physiques et les préparateurs mentaux. Et pour moi, en fait, ça ne devrait pas forcément être deux personnes différentes. Et ça peut, c'est très bien. Tout comme à un moment, dans certains sports, on a un préparateur physique, un entraîneur. Mais je pense à minima, les entraîneurs, même physiques, enfin, les entraîneurs, quand on passe un BE ou un entraîneur, un diplôme d'entraînement de base, on devrait être beaucoup mieux formé sur la préparation mentale. Parce que la préparation mentale, pour beaucoup de gens, on imagine tout de suite le haut niveau, à dire ouais, le discours du coach à la mi-temps, le truc, à se dire ouais, mais il faut retourner le cerveau des gens. Non, non. En fait, la préparation mentale, c'est tous les petits cailloux qui vont se mettre dans la chaussure à un moment où tu ne le veux pas.
Si tu as un groupe d'ados, ben voilà, les ados, on sait tout ce que c'est. Un jour, c'est en haut, un jour, c'est en bas, un jour, ça veut tout arrêter, un jour ci, un jour ça. Entre peut-être aussi un garçon qui coach une fille ou une fille qui coach un garçon, même si aujourd'hui, nous, dans notre sport, ça manque peut-être de filles qui soient entraîneurs. Parce que en fait, il y a un moment, c'était très dur pour un garçon de se mettre dans la peau d'une fille et de comprendre ce qui se passe sur les cycles hormonaux, sur tout ce qui, à un moment, va perturber les choses et qui font que nous, on a envie d'avoir notre Formule 1, là, hop, on appuie sur un bouton, il y a tout qui marche. Et la préparation mentale, c'est quelque chose qui fait peur aux entraîneurs. Et je pense aussi que le préparateur mental est souvent mal perçu par rapport à un entraîneur. On a toujours l'impression que le préparateur mental, c'est le gourou, celui qui va foutre le bordel dans notre athlète. Là, un petit peu, on n'a pas du tout envie qu'à l'approche d'un grand événement, et on touche à quoi que ce soit dans la tête de l'athlète. Mais moi, je pense que on ne peut pas dissocier le travail physique du travail mental. À un moment, c'est comme la technique et le physique pour le ski de fond. Il y a des choses, techniquement, on n'est pas capable de les faire parce que physiquement, on n'est pas au point. Ce qui est en un temps en symétrique, pour ceux qui connaissent sur une montée, c'est faisable si à un moment, techniquement, on est organisé, qu'on a les mollets qui ont travaillé, qu'on a cette flexion de cheville qui est à même de faire le boulot. Voilà, on a besoin à un moment de monter notre niveau physique pour pouvoir monter notre niveau technique. Et je pense que le niveau pour le mental et le physique, c'est la même manière. Il y a des moments, quand on est au top mentalement, on est capable physiquement d'aller chercher un petit peu plus loin. Et quand on est inversement, le physique, quand on se sent super bien, bah, ça peut pallier aussi un petit peu des choses de la vie qui peuvent nous affecter mentalement, ainsi de suite. Et ça marche tout ensemble. En fait, c'est une seule et même chose, le corps et l'esprit. Et je pense qu'on a besoin de recentrer un petit peu tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, pour revenir au début, si je peux amener aussi des choses sur ce versant-là à certains amateurs, notamment qui sont ce qu'elles sont, et pas toujours se comparer à ah bah ouais, j'étais sur la piste à Corançon et je me suis fait doubler par un tel et j'avance pas, et ci et ça. Mais Et, non, mais attends. et Donc, la moyenne, tu sais, tout le monde en ski dit, ah ouais, t'as ski à telle allure et tout, alors qu'en fait, ça dépend de la neige. mais exactement, merci Strava, quoi. Oui, Et en fait, voilà, mais même sur Nolio, moi, c'est quand je regarde les séances des gens, je ne regarde jamais la moyenne à laquelle ils ont couru. Je m'en contrefous. En fait, ça ne m'intéresse pas. Dans mon sport, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne veut rien dire. Moi, je regarde leurs sensations, je regarde ce qu'ils vont me sortir de quelque chose de données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, je ne coach pas des athlètes qui vont jouer une médaille au JO. Mais ça, c'est le plus grand mal du sport actuellement en endurance. Et moi, j'ai plongé complètement dedans. On parlait de Strava, voilà, tout le monde connaît ça. Hier soir, voilà, je suis allé faire une sortie à la pleine lune et au bout d'un moment, on n'a pas pu s'empêcher d'aller jouer un com, là, à se dire, à se mettre en quatre, là. et ouais, ça Et glaçait du coup, un je tousse peu. encore, je tousse encore le lendemain. Mais en fait, aujourd'hui, n'importe qui, on prend un exemple, et je pense que tous ceux qui nous écoutent vont se sentir concernés par ça. Vous êtes au boulot, vous avez une pause à midi, vous allez courir, vous avez 1 heure. Pour courir, vous savez que si vous partez, chaussures, le temps de revenir, allez, vous avez 1 heure et ça colle bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Le premier réflexe, c'est se dire, qu'est-ce que je peux faire en 1 heure? Et vous allez toujours vous dire, bah, je vais essayer de faire le plus possible en 1 heure. Sauf qu'au bout d'un Hmm. moment, bah, des fois, le tour, ça ne passe pas. Et donc, vous allez encore plus accélérer. Et vous êtes toujours sur une allure, dire, bah, je vais rentabiliser mon heure de sport. Mais non, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Au contraire, dites-vous, bah, je vais faire peut-être un tour un peu plus court. Je vais profiter, je vais trouver mon aisance respiratoire, mon confort respiratoire pour faire mon développement aérobie de base parce que j'en ai besoin et que je n'ai pas toujours besoin dans une zone nocive qui est stressante pour mon organisme et qui va m'amener de la fatigue, qui va m'empêcher d'enchaîner les séances, qui va me détériorer un petit peu mon potentiel que je peux développer dans mon corps et qui va m'apporter en fait
que des choses néfastes. Donc, il vaut mieux à un moment se dire, bah, je fais des séances où j'y vais un peu plus cool. Et puis, de temps en temps, au milieu de la séance, je vais accélérer. Alors, les gens aiment bien faire du fractionné, beaucoup entendent ce mot-là. Donc, oui, on peut faire un peu du fractionné. Mais le fractionné n'est pas obligé de le faire en allant à bloc. On peut varier des variations d'endurance dans notre endurance fondamentale. On peut faire plein de choses. Et on n'est pas toujours obligé de faire absolument le plus de kilomètres quand on a un temps qui est réduit. Et aujourd'hui, dans le ski de fond, par exemple, on parle beaucoup en heures d'entraînement, moins en kilomètres. Moi, je me suis amusé des moments de compter un peu les kilomètres que je fais dans une année, mais entre le vélo, la course à pied, le ski à roulette, c'est sûr, si tu fais du vélo, tu vas faire beaucoup de kilomètres. Mm. Et, euh, et en fait, la moyenne, mais je m'en fous, je m'en contrefous. Quand je vais faire 2 heures de ski, je vais faire 2 heures de ski. Et puis, bah, il y a des jours, oui, comme tu l'as dit, avec la neige, dans tes 2 heures, tu vas faire 40 bornes. Et malgré tout, tu restes dans une zone d'entraînement. Et puis, il y a des jours, dans tes 2 heures, eh ben, tu ne vas même pas faire 20 bornes parce que, parce que la neige, elle ne veut pas, quoi. Et donc, Ouais, et puis il a neigé. c'est ça où il faut faire un peu attention. Et je crois vraiment que c'est cet aspect de comparaison entre les gens, de toujours se dire, en fait, ben, voilà, et Strava, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas, c'est pas ton temps de séance que tu as fait qui apparaît en premier, c'est ta moyenne. Et voilà, et quand bah oui, Oui, c'est il vrai, y a ouais, le tiens. dénivelé que tu as mis avec, il y a tout ça, puis il y a le confort que tu as eu. Et il faut surtout toujours se penser que dans un sport d'endurance, il faut se dire, mais des fois, c'est bien mieux, au lieu d'aller faire 3 heures comme ça, de se dire, bah, je vais faire 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi, ou de temps en temps de me faire des blocs un petit peu de volume. Et pour pouvoir faire ces blocs, bah, si on est toujours un petit peu dans cette zone un peu limite, bah, déjà, on va avoir du mal à les enchaîner. Et puis aussi, toujours courir à la même allure qui est un petit peu trop élevée, sans qu'on s'en rende compte. Moi, tous les gens et tous les amateurs qui passent entre mes mains, ils me disent, mais ah, mais moi, là, je vois les sensations sur Nolio, bien, effort perçu moyen, voire facile. Les mecs, c'était à 175 de plus de moyenne pendant 1 heure à midi. Seuil. 1 heure de seuil. Donc en fait, 175, à un moment, tu leur dis, mais et Beaucoup. ok, ouais, tu étais confort, d'accord. Mais moi, je vais courir avec toi, je vais pouvoir te suivre, a priori, et je vais aller juste un demi-kilomètre-heure au-dessus et tu vas sauter. Et, Ah ouais. Et je vais et aller un demi ou 1 km/h en dessous et tu ne vas pas être confort. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont bons que dans cette allure-là et perdent la capacité d'accélération ou de décélération qui est en fait inhérente à un sport outdoor comme le ski de fond. Il y a des montées, il y a des descentes, il faut toujours être dans la variation d'allure. Et voilà. Et ça, c'est vraiment une allure contre laquelle je me bats. Ce n'est pas que je me bats, parce que je pense elle a des intérêts, cette zone un peu nocive, mais il faut la comprendre et surtout comprendre que des fois, en allant moins vite, ça peut nous permettre d'aller plus vite le jour de la course. et oui, pour prendre un peu le parti du monde du ski de fond amateur, donc moi je suis sur le plateau de Savoie-Grand-Revard et donc il y a énormément de pratiquants. Tu vois monter les gens, donc en général, ils font à peu près 1h30 de ski, mais ils la font quasiment au seuil anaérobie, donc alors plus ou moins, hein, mais voilà, ils partent et tac, 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 ça y va, les kilomètres, les kilomètres, les kilomètres. Au bout d'une heure et quart, poum, Il n'y a plus explosion. rien. Hop, le petit quart d'heure pour rentrer à la voiture, on coupe la montre, on regarde et on fait pareil à chaque fois. Et du coup, moi, je fais mes séances. Alors, des fois, on va faire, je ne sais pas, 3 fois 15 minutes d'allure un peu spécifique. Des fois, je vais faire plus long, 3, 4, 5 heures, mais du coup, à une allure plus basse. Et donc, tu vois passer des mecs, toujours, ils sont entre 17 et 18 km/h souvent. Et tu les vois passer. Alors, pour rigoler, des fois, je me dis, bon, allez, je sors un peu de mon entraînement. Là, je me mets derrière lui. Tu fais 5, 10, 15 minutes et poum, le mec s'écroule parce qu'il est arrivé au bout de ses 1h30. Et c'est fini. Mais il y a pas de variation. Et ça, je m'en étais rendu compte quand j'avais skié avec des coureurs qui devaient être aux portes de l'équipe de France Espoir. Donc, je fais une sortie avec eux. Les montées impeccables. Ça allait pas très vite. Génial. Et dès qu'on arrivait au bout d'une montée, j'avais un problème. Parce qu'en fait, ils avaient un petit pas de relance qui était difficilement perceptible, mais au bout d'un moment, j'avais noté cette différence. Une glisse en descente, bon, ça, ils avaient une meilleure glisse, ils avaient une meilleure glisse. Et sur le plat, alors là, c'était la catastrophe, j'arrivais pas à suivre. Et justement, je trouve que c'était dommage ce travail, parce que physiquement, bah, ça allait. Mais en fait, vu que je passais pas de temps à développer la technique, que je m'intéressais pas à l'essence même du sport,
bah, il n'y avait pas, voilà, sur le plat, bah, je t'ai largué. C'est ça. Et en fait, dans ce que tu dis, il y a vraiment plein de choses. Alors, tu as traité beaucoup de sujets là, dans la même, mais pour moi, pour tous ceux qui nous écoutent, si quand vous faites du ski de fond, vous ressentez vraiment le besoin, ou pas le besoin, ou l'obligation de vous arrêter à tous les carrefours, c'est pas bon. Vous ne devez pas faire une séance où vous êtes obligé de vous arrêter. Essayez de penser à un moment de se dire, bah, je vais faire 2 heures, mais je ne vais pas m'arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie un petit peu, que l'endurance fondamentale, c'est quelque chose qu'on doit être capable de tenir pendant plusieurs heures. Donc, si on n'est pas capable de faire ça, et que, comme tu dis, soit au bout d'1 heure et demie, on est complètement mort, soit avant, on a dû s'arrêter 4 fois au milieu, on est clairement pas dans cette zone. On est au-dessus. Et puis aussi le souffle. En fait, c'est vachement intéressant d'entendre les gens respirer ou de parler. En fait, des fois, quand on parle, on se rend compte que on est obligé de reprendre son souffle. Si on n'est pas capable d'enchaîner Ça, 15-20 c'est pas mots, bon, ça. essayez de vous imaginer 15-20 mots. Ça semble beaucoup, et en fait, 15-20 mots, c'est pas grand-chose. C'est juste 3 quelques phrases. Ouais. secondes. Si vous sentez que vous avez besoin de reprendre votre souffle en dessous de ça, c'est que vous êtes un peu au-dessus. Si c'est à peu près là-dedans, on a passé le premier seuil ventilatoire. Et si c'est tous les 4 mots, c'est que vous avez passé le deuxième seuil ventilatoire. Et il y a beaucoup de gens, comme tu dis, voilà, tu parles de seuil, on est vite au deuxième seuil et on ne s'en rend pas compte parce que plus on a l'habitude de skier là-dedans, plus ça devient normal. La force de l'habitude, c'est à la fois notre pire ennemi et à la fois notre meilleur ami. C'est-à-dire que pour certaines choses, il faut en faire, il faut pratiquer, il faut se dire, j'ai besoin d'acquérir cette force de l'habitude parce que à force de faire ça tous les jours, ça va devenir normal et mon corps n'aura plus besoin de fournir tant d'efforts pour le faire. Très bien. Par contre, quand c'est dans d'autres choses, bah oui, on peut s'habituer à des choses qui sont pas bonnes et à la fin, on se fait du mal alors qu'on a l'impression d'être plus ou moins confortable. Et les gens ne s'en rendent plus compte, quoi. Et après, bah, sur l'aspect un peu technique que tu disais, sur le plat et tout ça, moi, je vois beaucoup de gens quand ils skient, effectivement, c'est la montée. Ils dégagent une énergie folle pour passer la bosse. Comme la technique n'est pas suffisamment bien en place, ça travaille beaucoup avec le haut du corps, avec les bras, avec un buste qui vient tomber sur les bâtons où ça force sur les jambes sans laisser passer le bassin, sans permettre au ski de glisser. Ben ouais, ils arrivent en haut, ils sont pulvérisés. Et comme tu disais, le petit pas de relance ou deux qui font qu'à un moment, on a un peu d'aisance, qu'on a encore cette possibilité de respirer un petit peu plus facilement et d'aller mettre les deux, trois petits pas qui vont bien. Plus un peu de technique sur le plat qui fait que bah, on est un peu plus efficient que les autres. Ouais, voilà, on est clairement là-dedans. Donc, c'est pas du tout se moquer de ces gens-là. Au contraire, c'est juste de leur faire prendre conscience de tout ça pour dire, en fait, réfléchissez-y. Moi, je vais vous montrer ce qu'on peut faire, des choses, voilà, je vous donne un petit peu des tips là-dedans. Et après, essayez chez vous. Et vous verrez, en fait, vos séances, elles vont être mais 1000 fois plus confortables, 1000 fois plus plaisantes. Et puis, à terme, bah, de temps en temps, vous allez vous dire, OK, moi là, je m'échauffe pendant 20 minutes, 30 minutes, surtout que des fois, l'hiver, bah, il fait froid. On sort de la voiture, on est tout confort et puis d'un coup, on prend le -10 et on part un peu fort. Ah bah, les bronches, ça, elles risquent pas d'aimer, quoi. Et puis de temps en temps, de se dire, bah voilà, OK, là, pendant mon petit cœur de séance, j'accélère un petit peu. Ce que tu disais, quand de temps en temps, toi, personnellement, tu fais des petits passages où tu viens varier les allures sur, comme tu disais, 2 blocs, 3 blocs ou peu importe ce que tu as envie de faire sur chaque jour. Mais là, c'est 1000 fois plus intelligent et 1000 fois plus efficace que d'avoir cette vilaine allure de où on cherche en fait à donner tout ce qu'on peut, plus ou moins, sans avoir l'impression d'être à bloc, mais en allant tout de même trop vite, pendant un certain temps. Puis avec voilà, juste se dire: «Ah, je suis allé faire 1 heure et quart là, 1 heure et demie, je suis rentré fatigué et je suis content en fait». Mm. Heu, ouais, c'est bien, mais vous êtes pas sur la voie de la progression avec ce fonctionnement-là, quoi. Est-ce que dans The Camp, tu disais que tu faisais appel de temps en temps à des nutritionnistes, préparateurs mentaux, etc.
Est-ce que tu t'amuses un petit peu avec des outils technologiques tels que la ceinture cardio pour faire de la variabilité cardiaque ou petite nouveauté, là, le capteur de glucose là, de chez Super Sapien? Super, Est-ce c'est que bien tu ça. amènes un peu Non, pour l'instant, alors, c'est-à-dire que The Camp, en fait, on l'a pensé d'une manière un peu progressive, c'est-à-dire qu'au début, l'idée, c'est d'abord voir un peu ce qui se passe dans la population amateur qu'on a, d'amener d'abord les fondements, d'amener la base. Moi, j'ai besoin, je demande aux gens d'avoir leur ceinture. Parce que pour moi, quand je vois des choses à distance ou sur place, ça me permet d'avoir des données, d'avoir un cardio. C'est, je pense, très important dans l'entraînement d'endurance. Mais je me bats d'un autre côté, je passe aussi tout le week-end à leur dire que en fait, le cardio, quand je fais mon topo sur les allures d'entraînement, de leur dire aussi qu'en fait, on s'en fout. Parce que, parce que un tel et un tel ne sont pas pareils. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que chacun est très particulier. Et chacun est particulier d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, ou d'une saison à l'autre. Il y en a le jour où, quand on a dormi 12 heures ou quand on a dormi 4 heures, quand on est sur la séance de l'après-midi, qu'on a déjà fait une séance le matin, ou que ça fait 3 jours qu'on n'a rien fait, qu'on est frais comme un gardon, ou alors qu'il fait 20 degrés dehors, -10, qu'on a mangé juste 1 heure avant, quoi, la fréquence cardiaque, elle n'est jamais la même. Donc, elle va toujours varier. Donc, à un moment, de se dire, moi, il y a des gens qui me disent, ah ouais, mon seuil, le deuxième seuil, j'aime pas l'appeler le seuil anaérobie, mais le deuxième seuil, il est à 170. Ah bah ouais, bah super. C'est super ça. Bah oui, ton seuil, c'est une ligne, c'est évident. En plus, puis en plus, ton épreuve d'effort, tu l'as fait en course à pied. Et puis là, on est en ski à roulette. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal que ce soit Ah pareil. oui, ah oui. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, et puis tu l'as fait il y a 2 ans. Donc, oui, c'est évident que tu es encore le même qu'il y a 2 ans. C'est Euh, juste que tu ne t'es pas entraîné. Tu as été congelé dans un réfrigérateur. Et voilà, c'est évident. Et donc, en fait, leur dire, ce qui est important, c'est que le cardio, il vous donne des chiffres. Mais si les chiffres ne veulent rien dire, notre corps, il ne sait pas ce qui est un seuil, il ne sait pas ce qui est telle ou telle allure. À aucun moment, on est capable de définir notre allure. Nous, le seul truc qu'on est capable de comprendre, c'est plus, moins. Je me mets à un endroit, OK, je vais un peu plus haut, un peu moins haut, OK, on arrive à trouver un petit peu ça. Et on arrive à force à trouver des repères, à trouver des parallèles, à se dire: «Ah oui, ça ressemble à ça. OK, là, je retrouve les sensations parce que j'ai tel type de respiration, tel type d'oppression un peu, de la cage thoracique, je sens ci, je sens ça. OK, je dois être pas très loin de mon seuil». Donc j'ai besoin un peu de mon cardio à un moment pour trouver les choses, aussi de prendre des lactates, de peut-être faire une épreuve d'effort pour comprendre ma cinétique de lactatémie, toutes ces choses-là. Se dire: «OK, ça marche comme ça». Mais à un moment, qui est capable de dire: «Ah ouais, là, je suis à 1,8 de lactate. Ah ouais, ça n'a aucun sens, en fait. Le seul truc qu'on peut retrouver, c'est notre aisance à l'effort. Et en fait, ça, bah, c'est le souffle et c'est toutes ces choses-là. Donc, on a besoin un peu de garder quelque chose qui va nous donner des valeurs, de les relier tout le temps à des sensations pour qu'à la fin, il n'y ait plus que les sensations qui restent. Et donc voilà, c'est un cheminement. C'est comment dire, le cardio, toutes ces choses-là. Voilà, c'est intéressant de l'avoir de temps en temps, mais il ne faut pas avoir le nez dessus et de se dire: «Waouh, là, je suis à ça doit être» parce qu'en plus, on se formate un petit peu à se dire, je suis sur mon vélo, là, je vois que je suis à 180. Ah bah, du coup, je vais péter. Alors, du je coup, ralentis. c'est l'autre, je ne vais pas pouvoir tenir. Mais non, en fait, ton corps, avec le mental, tu es capable aussi de dépasser certaines choses. Et après, bon, le Super Sapiens, c'est encore bien au-delà. Je pense que c'est intéressant sur des. Déjà, moi, je ne l'ai pas testé moi-même. Donc, quelque chose que je n'ai pas testé moi-même, je ne l'amène pas à des gens. Euh, et je crois aujourd'hui que ce n'est pas la clé dans un premier temps. Si un jour, il y a un type d'athlète particulier avec qui ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais avant tout, il faut que je me forme là-dessus. Mm. Et non, des choses que je pourrais amener, un matériel que j'ai moi, c'est le Z-Metrix de chez Bioparom, là, donc c'est de l'impédance-métrie. Ça peut être intéressant. Et encore une fois, voilà, ça reste un petit peu
particulier parce que moi, quand j'ai des gens sur un instant T, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faussées, tronquées, il faut toujours se méfier des photos, en fait. C'est-à-dire qu'à un instant T, on va faire quelque chose, c'est une photo. Bon, bah ouais, bah, le lendemain, la photo, elle est peut-être différente et il faut faire attention à ce que les gens ne ne repartent pas d'un moment comme ça et se dire: «Ah OK, moi je suis comme ça et je suis plus autrement» ou ne plus s'autoriser à imaginer une progression en eux et à faire varier certains paramètres par une préparation, plus ou moins spécifique ou ci ou ça. C'est-à-dire que si à un moment tu lui dis: «Voilà, là, moi quand je t'entends respirer», quelqu'un qui a un petit peu l'habitude, on sait quand les gens passent le seuil. Et c'est pas de leur dire, bah, voilà, tu vois, toi, c'est à telle allure, à telle fréquence cardiaque. Voilà, encore une fois, c'est ce jour-là. Et puis, bah, ce jour-là, et tu te rends compte que les gens, tu les as pris sur un week-end, qu'ils ont fait 5 séances de sport en 2 jours et demi et qu'ils ont jamais l'habitude de faire ça. Donc ce sera pas quelque chose qui sera reproductible. Peut-être qu'ils ont moins bien dormi parce qu'ils étaient pas chez eux, ils ont mangé des choses différentes, ils étaient avec d'autres gens, ils se sont peut-être un petit peu, surestimés sur la première séance ou ainsi de suite. Donc voilà, je me méfie un petit peu de ça. Je préfère beaucoup relier aux sensations dans un premier temps et que les gens puissent en sortir quelque chose à se dire: «OK, ah ouais, moi je m'écoute, tiens, je fonctionne comme ça». J'essaie de trouver, comment ça fonctionne dans mon corps, de m'écouter en fait un petit peu. Et par contre après de ce que tu disais, ouais, tous ces matériels-là, sont intéressants. Mais cette année, là, en octobre, j'ai lancé un stage d'entraînement un peu plus poussé, comme bah, toi qui connais, comme un stage un peu on pourrait faire en ski de fond. Voilà, on a fait ça sur 5 jours. Donc, il y avait 4 jours et demi 9 demi-journées, donc 9 séances. Et là, je l'ai proposé que à des gens qui étaient déjà venus chez moi, qui avaient fait des stages et que j'estimais capables de tenir ça. Donc, avec ces gens-là, on peut aller plus loin, on peut amener un petit peu d'autres choses. On a fait des séances plus spécifiques dans l'intensité, d'amener un petit peu d'autres choses, de parler de construction de semaines, ainsi de suite. Et ouais, ça me branche bien, mais je pense qu'encore une fois, ça se fait par étapes. Et que il y a un public qui est prêt à ça, mais où il y a besoin de faire des choses un petit peu avant. Je pense que dans le ski de fond, il y a des. Je pense qu'en course à pied aujourd'hui, ou voire en vélo, mais surtout en course à pied, c'est très, très démocratisé et peut-être même un peu trop d'ailleurs, le, euh, les séances spécifiques. En course à pied, c'est impossible. Les gens, ils ne parlent que de ça, que de ça, que Mmh. de ça. Et d'un autre côté, en fait, ils ne savent pas ce que c'est qu'une allure régénératrice ou de se dire: «Tiens, je vais faire, juste de l'endurance fondamentale». Il faut qu'il y ait toujours, du fractionné, il faut qu'il y ait toujours quelque chose dedans et nous, dans le ski de fond, il y a quand même le versant technique dans un premier temps, puis surtout de s'adapter à quelque chose qui est toujours différent. Un parcours de course sera toujours différent d'un autre. Les conditions de neige, tu l'as dit, elles seront toujours différentes, la température toujours. Donc on a surtout besoin de s'adapter à beaucoup de choses et d'être dans la variation plus que dans le truc, dire: «C'est comme ça et ça marche». Bon, ben, je suis pas sûr. Et est-ce que tu aurais des livres justement un peu pour les débutants, pour ceux qui commencent un peu à ski, des renseignements en fait qu'ils peuvent prendre? Livres, reportages, compte YouTube, hein, maintenant, l'information aussi, des fois, tu as des entraîneurs comme ça qui font pas mal de vidéos. Du contenu que les gens pourraient consulter avant de se rendre, peut-être de franchir le pas, de se rendre sur un stage pour que quand ils arrivent, ils puissent être réceptifs au discours que tu tiens, quoi. Pour l'instant, sur les stages, que je fais, à la rigueur, les stages un petit peu, on va dire, d'entrée à The Camp c'est pas mal aussi quand les gens, n'en savent pas trop, entre Hmm. guillemets. C'est-à-dire parce qu'en fait, à partir du moment où on a lu des choses un petit peu et tout, c'est très bien. Je pense que c'est vachement important aussi de faire ça. Mais attention à rester ouvert et à accepter que ça, c'est un point de vue. Il y a d'autres points de vue. Il y a
plein de choses un petit peu qui peuvent être pas contradictoires, mais qu'il n'y a pas il y a pas une recette en fait. Et donc, surtout, il ne faut pas s'enfermer à se dire: «Ah ouais, j'ai lu ça, c'est ça la vérité, je ne veux plus en changer». Donc, moi, j'aime beaucoup avoir des gens aussi qui arrivent et qui, en fait, qui ont même pas imaginé qu'on allait leur parler d'allure d'entraînement et qui, petit à petit, au fil de la conversation, se disent: «Ah ouais, mais en fait, ça, c'est moi. Ça, c'est complètement moi». Ou de leur montrer, en fait, une fois qu'on va skier, sur le premier truc, à The Camp, ça part, on part un peu en descente, puis après on monte pendant un petit moment. Tu arrives en haut de la montée, moi je m'arrête, je leur fais le coup à chaque fois et tiens, on commence à parler, machin et tout ça. Ils comprennent pas pourquoi ils doivent parler et tout. Je leur dis: Tu vois là? Là, tu as besoin de reprendre ton souffle là et ça fait 3 minutes qu'on est parti et on n'est pas en train de faire une séance. Donc là, tu es beaucoup trop haut parce que imagine que la montée, elle continue encore, 15 kilomètres. Ah, tu vas pas y aller en haut. Tu vas t'arrêter, tu vas devoir t'arrêter. Donc voilà, ça, c'est les choses. Après, pour le versant technique, là, par contre, oui. Et je pense que moi, le plus grand, pas choc, mais le, ouais, le truc qui les fait un peu tiquer, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne se sont jamais vus skier ou courir ou rouler même peut-être. Moi, je ne me suis jamais vu rouler en vélo. Bon, voilà. Après, je m'en fous un petit peu, mais par contre, pour le ski, je me suis beaucoup vu skier, parce qu'avec les coachs, on fait beaucoup de techniques. Et en fait, tu as une visualisation de toi. Tu es capable de te représenter dans l'espace, tu es capable de dire, moi, je skie de telle ou telle manière. Donc, tu es capable mentalement de changer aussi des choses, de te préparer à changer les choses. Et voilà, quand on fait la première séance vidéo, oh, putain, il y en a, ah ouais, tu vois, toute la matinée, je t'ai Ah, parlé de c'est ce cruel, bras, ça. je t'ai parlé de ce bras, je t'ai parlé de cette jambe et tout. Tu me disais que tu ne comprenais pas. Tu vois, en fait, ah ouais, ok. Et là, à partir du moment où on a cette visualisation dans l'espace, de se dire, ah ouais, tiens, moi, je skie comme ça, qu'on revoit un petit peu notre façon de skier, ben, derrière, c'est un peu plus facile de changer les choses techniquement. Et donc, pour ces gens-là, moi, ce que je trouve, c'est que des fois, bah, par exemple, je dirais, ben, faites-vous filmer par quelqu'un qui est avec vous, juste pour avoir une première représentation et aussi regardez le haut niveau. C'est-à-dire que c'est bien beau de regarder, l'équipe au Eurosport, regarder une course comme ça, mais peut-être, à un moment, aller regarder un replay et faites passer un petit peu au ralenti quelqu'un qui skie, regardez la technique, parce que ça va trop vite sur une course Mm. pour quelqu'un qui est entre guillemets «novice». Oui, on va voir, une différence de vitesse, une attaque, on va voir, peut-être alors on voit rarement les passages en descente, sauf quand il y a des chutes, mais on va voir des choses qui sont bien faites et si ça, un joli sprint, mais ça va trop vite. OK, bah, peut-être à un moment prendre le replay et l'application Eurosport d'ailleurs est très bien pour ça parce qu'on peut on peut regarder les courses, quand on veut, où on veut et voilà, de regarder ces choses-là et de se dire peut-être à un moment aussi d'avoir, son autre écran avec soi-même, se dire: «Ah ouais, tiens, moi je fais ça, eux ils font ça». Alors c'est très dur, c'est illisible en fait pour les gens parce que on voit que ça marche mieux, on voit ci, on voit ça, mais on ne sait pas, quels muscles vont travailler, quels, mécanismes vont être mis en marche, quels segments vont être, mis en action pour arriver à skier de telle ou telle manière. Mais il n'empêche que ouais, je pense qu'avoir une lecture un peu, de regarder des images de très haut niveau un peu différemment et avoir des ralentis et être un peu au calme pour regarder ça, ça peut permettre de progresser. Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros gap de progression pour les gens, c'est quand même techniquement. Parce Mm. qu'ils ont les Avec techniques qui les la, épuisent, en fait. avec l'imagerie. Voilà. Et en fait, ils n'ont pas besoin de savoir spécialement. Je pense que pour le ski, encore plus, parce que, comme on disait, c'est que de la variation, c'est que des choses qui sont dans le comment dire, dans l'interprétation, dans du ressenti, et non pas quelque chose qu'on va lire dans un bouquin. Donc oui, moi je pense que il y a besoin d'améliorer un peu cette technique parce que les gens s'épuisent trop facilement. Et c'est ça aussi qui fait qu'à un moment, on va dire, mais t'es gentil avec ton allure endurance là, mais moi, la montée, je ne peux pas la passer. Ah ben ouais, mais regarde, on va essayer de ne pas appuyer sur les bras et on va se dire, c'est pas grave si on va à 5 km/h moins vite, tu arrives en haut, alors ça passe pas mieux? Ah ben ouais, ça passe mieux. Ben voilà,
tu commences comme ça, puis après, tu verras, et ainsi de suite. Hmm. Donc, voilà, je dirais un petit peu ça. Ouais. Ah, il y avait Patrick Rémy qui donne pas mal de cours là sur le plateau. Enfin, en tout cas, à l'époque, il en donnait beaucoup. Puis mes parents étaient allés faire justement, je crois, une dizaine de cours. Et premier cours, donc tout le monde skie, pas de problème. Et puis lui, il filmait à quelques endroits. Et deuxième cours, tiens, bah, surprise, pas de ski ou presque pas. Et hop, tout le monde dans une salle et on regarde les petits copains skier la veille, quoi, ce qu'ils avaient fait. Et donc, mon père, lui, c'était l'époque un peu Raphaël Poiré, Vincent Defrane. Voilà, il s'imaginait dans un temps absolument fantastique sur les pistes. En plus, bon, physiquement, il n'était pas trop mauvais, donc il doublait un peu les gens. Et là, il s'est vu à la télé. C'était le Le pire du choc. groupe. Il était vilain, mais vilain. Et ma mère lui disait à demi-mot hein, quand il skiait, ouais, attention, les épaules quand même, là, c'est tout devant, ça ressemble à rien, tout. Donc il n'écoutait pas. Et le fait de cette vue, ça lui a presque mis la honte. Ouais. Et ouais, l'électrochoc était particulièrement efficace. Ah ouais, ouais, non, mais c'est très bien. Je ne suis pas surpris que Tic, donc Patrick Rémy, comme tu disais, fasse ça parce que c'était un très très bon technicien. Je pense que c'est Oui, quelqu'un qui est très bien, qui a eu une grosse carrière, sûrement pas au bon moment dans l'histoire du sport du ski de fond. Je pense qu'aujourd'hui, un gars comme ça, il aurait eu une carrière folle. Mais voilà, en fait, ben, généralement, presque un des premiers trucs moi, que je vais faire quand on va skier, il y a un moment où on n'est pas sur les skis. Déjà, ils n'ont pas forcément les bâtons au début. Puis même à un moment, ils n'ont pas les skis. Et qu'on peut travailler aussi sa technique chez soi devant une glace. Et parce qu'on a besoin de prendre conscience de soi, de ce qu'on fait. Si à un moment, putain, tu me fais découvrir un sport et surtout qu'on a un certain âge, souvent quand on vient faire les stages à The Camp, ce n'est pas le gamin de 12 ans qui vient et qui se dit tiens, je viens loger à The Camp, je vais faire un stage. Non, c'est c'est des gens qui skient déjà, qui ont déjà tous leurs défauts et les défauts qu'ils ont depuis peut-être 5, 10, 15 ans qui skient comme ça. Et comme ils n'en ont pas conscience, pour eux, c'est naturel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu lui dis mais ben, en fait, t'as ta main droite qui est collée à ton épaule droite, donc tu as une ouverture de coude qui est néant, et donc tu n'as aucun levier de force là-dessus, et puis tu skis tout crispé avec le trapèze qui vient s'accrocher à l'oreille. Bon, tu lui dis ça, s'il ne s'est pas vu, à aucun moment, ça va lui parler, ça. Donc, ouais, je pense que le pouvoir de la vidéo est assez impressionnant. Et puis après, il y a aussi que la difficulté de skier, c'est on est on est justement sur de la glisse. On est sur un appui qui est glissant. Donc, quand on essaye de faire des choses, quand on parle de transfert d'appui, de venir s'empiler et tout ça, mais qu'on a les skis qu'on a un peu du mal à contrôler, quand on est dans un plat descendant, que ça commence à accélérer, bah, c'est dur de patiner, d'oser tenir en équilibre sans se mettre une boîte, parce que là, on a toujours peur de tomber. Ben, d'abord, commencer un petit peu en salle et de se dire bah, comment je vais construire mon geste, comment je vais faire pour améliorer peut-être ma flexion de cheville, parce que j'ai une flexion de cheville qui est naze. Après, bah, comment je vais faire pour améliorer un peu ma proprioception, comment je vais faire pour entraîner mes mollets, parce que mes mollets, c'est dit mollet, hein, terme général, mais qui va être la zone la plus endurante de mon bas du corps, donc la zone que il faut que je m'en serve le plus possible. Comment je peux simuler un transfert d'un pied sur l'autre avec des bosus, avec des trucs instables ou ci ou ça, sans avoir peur de me boiter. Et puis bah, après, le gainage, comprendre le truc des empilements, et puis ci, et puis ça. Bah ouais, en fait, des fois, pour skier, ça revient au début, c'est que pour skier, des fois, on peut apprendre à mieux skier sans être sur les skis. Et je pense que c'est aussi l'objectif de mes stages, à un moment, de se dire, bah, c'est pas parce que vous ne pouvez pas skier 5 fois par semaine que vous allez forcément régresser. Ou au contraire, il y a plein de choses que vous pouvez faire avant. On se prépare. Et il y a beaucoup de gens qui n'imaginaient pas qu'on pouvait s'améliorer là-dessus. Parce que aussi, bah, ce n'est pas instinctif. Et puis aussi, il faut avoir les idées de quels exercices faire chez soi. Hmm. Et puis de comprendre en fait la mécanique un petit peu sans rentrer dans de la biomécanique trop complexe. Juste parler un petit peu d'empilement et ci et ça, les gens vont mieux le ressentir. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de leur expliquer parce qu'on parle à un public adulte. Autant des fois avec les jeunes,
Il faut aussi savoir dire, écoute, pose pas de questions, fais, et puis on verra plus tard. Et autant avec les adultes, je crois qu'ils viennent chercher aussi une découverte intellectuelle c'est un mot un peu pompeux, mais de se dire, ouais, intellectuellement, d'avoir compris quelque chose pour que eux, en fait, ils puissent le retranscrire chez eux et continuer à travailler. S'ils n'ont pas compris pourquoi, ils ne referont jamais les exercices chez eux. Ah oui, finalement, ce que tu dis là en ski, en fait, on comprend, je pense que c'est quand même assez facile à comprendre que voilà, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de gainage qu'il va falloir travailler. Mais finalement, ces athlètes que tu vas avoir à The Camp, comme tu le disais, hein, c'est aussi des gens qui vont faire du vélo, de la course à pied l'été. Je pense, avant tout des amoureux de l'outdoor. Bon, surtout dans le bassin isérois, il y a quand même de quoi faire. Et ben, finalement, ça va leur servir parce qu'en course à pied, si tu fais un peu de trail, ben, il va falloir encaisser une descente. Quelqu'un qui va être bien gainé ou qui aura une aisance en descente, il aura moins mal aux genoux qu'un autre et parce qu'il ne va pas taper comme un bourrin. En vélo, on le voit, quand, je sais pas, quand tu vas rouler, je pense dans tes amis, quand tu les regardes, il y en a certains, c'est joli à voir, puis d'autres, bon, bah, tu sens que c'est un bourrin, hein, ça pédale carré. Alors peut-être qu'il Ça est pédale très carré, oui, fort, donc carrément. ça monte, hein, Ouais. mais il y a ce geste de pédalage qui s'apprend aussi, même si par rapport au ski de fond, tu vas chercher un pouillem peut-être. Ouais, après, c'est encore une fois, je pense que c'est que le ski a des complexités qui ne sont pas dans d'autres sports, sur le terrain qui est changeant tout le temps. La neige, ouais, puis ça tourne, d'un coup il faut freiner, d'un coup il faut déraper, d'un coup il faut au contraire être capable de faire un pas tournant pour pouvoir créer de la vitesse Ah dans oui, un tu changes virage. souvent de pas. Tu vas changer de pas, tu vas t'adapter au terrain. D'un coup, c'est très raide, d'un coup, c'est très raide longtemps, d'un coup, c'est pas raide pas longtemps. Il faut sans cesse s'adapter et avec quelque chose sous les pieds qui ne ressemble jamais à ce que tu avais avant. Il y a des neiges où, si tu skis en te disant, bah ouais, moi je me jette un peu sur l'avant et je viens écraser mon ski, et dans une neige, dans un fond de neige compact, mais pas dur, et avec un petit peu de neige fraîche dessus, bah ouais, si tu fais le port, si tu appuies comme un bourrin en disant que ça va me renvoyer tout comme une neige de fin de saison bien glacée du matin, ah bah, ça ne va pas marcher, tu vas t'enfoncer, tu ne vas pas avancer. Tu vas avoir une perte de force, une fuite de force qui est monstrueuse. Et, euh, et encore une fois, tout ça, ça se ressent, ça ne s'explique pas. Des fois, le ski, tu pars de ressentis des gens qui vont te dire, ouais, tiens, là, si, ça. Et moi, si ces ressentis-là, ils ne les ont pas, tu ne peux pas faire grand-chose, en fait. Et tu as besoin que les gens soient capables de comprendre un petit peu certaines choses, de dire, bah, tiens, essaye de. Là, pendant un moment, tu vas mettre ton focus dans ton mollet, tu vas mettre ton focus dans ta cheville ou sous ton pied et tu vas ressentir les choses et tu ne vas pas t'occuper des bras pendant un moment, de dire qu'est-ce que tu sens, est-ce que tu sens ça, est-ce que tu arrives à ressentir un petit peu que tu es capable de jouer avec ton centre de gravité, enfin pour amener ton appui sur l'avant-pied ou au contraire être un peu talon pour libérer le ski, pour ci, pour ça. Ah bah ouais, bah si les gens ils ressentent pas ça dans une chaussure de ski, aujourd'hui les chaussures elles sont en carbone, elles sont faites, alors sauf ceux qui ont pour le coup encore des vieilles chaussures et qui sont un peu toutes molles ou tout ça, Moi, dans une chaussure de ski, tu sens plus rien. Si tu ne veux quasiment ne pas ressentir ce qui se passe sous ton pied, tu ne le ressens pas. Et puis, bah, tu as un pied qui ne vit pas et qui ne va pas te permettre de faire ces micro-différences. Quand tu parlais tout à l'heure de ces petits pas invisibles qui font que certains arrivent à créer de la vitesse là où d'autres n'y arrivent pas, et que tu ne le vois pas, tu ne vois pas ce qu'ils font, bah, c'est le pied, c'est sous le pied. Et ça, bah, du gainage de voûte plantaire, toutes ces choses qui, à un moment, bah, moi, des fois, sur des stages, avant d'aller au petit déjeuner, on se retrouve en salle, ils sont un peu pas réveillés comme ça. Puis ils arrivent, tu leur mets des trucs un peu par terre, tu leur dis bah, enlevez les chaussures déjà, ou peut-être même les chaussettes aussi, c'est pas plus mal. oui, tu vas chercher. Et puis sentir un peu les choses, au moins pour créer de la sensation. Parce qu'en fait, c'est comme, tu vois, des fois, je fais beaucoup de travail avec élastique. Je viens leur mettre un élastique, je me mets derrière, je m'accroche, et puis eux, ils ont l'élastique sur les crêtes iliaques pour sentir cette avancée de bassin. C'est même plus de la rétroversion ou de l'antéversion, c'est la rétroversion, c'est bien de la comprendre, mais en fait, tu n'es jamais réellement en rétroversion complète ou quoi. Par contre, de sentir que tu peux avancer ton bassin pour que c'est à cet endroit-là qu'il faut tracter et qui doit être moteur,
Si tu n'as pas quelqu'un qui vient t'appuyer sur cette zone, alors bon, skier derrière quelqu'un en lui tenant par la hanche aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire ça. Déjà sur l'organisation, plus sur le fait que bon, bah, ça peut être mal perçu. Tu mets un élastique, voilà, le gars, il ressent les choses et il va garder une mémoire parce que ça a été touché le corps et on a eu une sensation physique et c'est beaucoup plus simple à se souvenir. Alors que si à un moment, tu te mets aussi devant la vidéo, ça a ses limites. Dire, bah voilà, là, il faut que tu avances ton bassin. Ah ouais, bah, ouais, ouais. Ah bah, les gars, tu peux lui dire 150 fois. Il y en a, ils sont visuels, il y en a, ils sont sensitifs, il y en a, ils sont auditifs, il faut qu'ils comprennent les mots, il y en a, et on est tous différents. Donc, il y a beaucoup de manières de faire, mais à la fin, encore une fois, c'est beaucoup le ressenti des gens qui va être, qui va t'aiguiller sur comment leur apporter la clé, quoi. Et, euh, et ça, malheureusement, bah, peut-être que ça boucle la boucle de l'interview, mais ça refait que un plan d'entraînement fait à distance sans avoir le contact humain, sans avoir l'échange et le ressenti d'une séance en live, euh, pour le ski, qui est un sport avant tout technique et après tout très très physique aussi, mais ça ne va pas suffire, quoi. Mhm. Ouais, mais ça vaut pour tout. Moi, en course à pied, je me fais entraîner bon, à distance parce que la personne que j'aime bien en entraînement habite un peu plus loin de chez moi. Mais de temps en temps, j'ai l'occasion d'aller la voir et de faire quelques entraînements avec. Et à chaque fois, en fait, j'y vais pas forcément pour les entraînements, je m'en fous, c'est des choses que je peux faire chez moi, mais pour la visualisation sur le moment. Voilà. Par exemple, bon, moi, je m'en fiche un peu, je fais des séances longues, enfin des courses longues, donc les séances de VMA, j'ai tendance à les prendre un peu par-dessus la jambe. Mais néanmoins, quand on me dit, voilà, bah là, tu cours, tu as le dos en arrière et tout, c'est vilain, la foulée, elle est beaucoup trop longue, il faut raccourcir. Et ben après, tu y penses pendant 2, 3 semaines, tu t'appliques un peu. Donc, c'est important même quand on est entraîné à distance pour X raisons, de revenir un peu à la visualisation si on peut de temps en temps. Mais je ne suis pas contre l'entraînement à distance, je suis contre l'intégralité. La doctrine. D'acheter un plan d'entraînement, à se dire, bah voilà, moi, je veux qu'on me déroule un truc, ben, tu n'as pas besoin d'acheter, quoi. Dans ces cas-là, tu ouvres un bouquin et tu regardes deux, trois trucs. Ou comme tu disais, tu mets YouTube, tu vas trouver quelque chose, puis tu copies, et puis tu te dis, bah, je jette une pièce en l'air en se disant, bah, j'espère que ce plan, il est adapté à moi, à ma vie, à tout ça. Donc, tu as une chance sur je ne sais pas combien de millions. Et par contre, oui, moi, de l'entraînement à distance, j'en fais aussi. Mais il y a un moment où il faut quand même connaître les gens, faut les avoir déjà vus, pour leur dire, bah, quand tu mets une séance d'entraînement, rappelle-toi, toi, il faut que tu penses à ça, parce qu'on a toujours besoin, on oublie facilement les choses quand c'est pour soi. On le sait, mais si on ne l'intègre pas dans la séance, si à un moment, on n'a pas écrit notre séance sur un bout de papier ou qu'on se dit, aujourd'hui, je fais ça et je travaille ça, bon, bah, on part et on part vite sur d'autres choses. Et je comprends ce que tu dis sur qu'à un moment, on a besoin de ce recul et le recul, on ne l'a pas soi-même. On a besoin peut-être d'une personne extérieure qui vient ouais, nous faire une piqûre de rappel. Mais tout ce qu'il va te dire, au bout d'un moment, c'est les choses que tu sais. C'est juste que des choses que tu as un peu oubliées, parce qu'il y a tellement de choses à penser. Dans, techniquement, en ski de fond, quand tu dois commencer à penser aux bras, aux jambes, à ton bassin, Ah oui, à ton genou qui rentre, à monter sur ta jambe pour venir vraiment avoir un transfert d'appui complet pour partir sur ta glisse, à les bras poser trop discrètement écartés. le ski à plat, pas trop écarter le bras, essayer de pousser parallèlement, tu vois, le long du corps et tout, de ne pas ouvrir le coude un peu trop vite, pas laisser partir les mains en avant, de planter au niveau des fixations, pas en arrière. Putain, mais à un moment, quand tu démarres, tu n'as pas conscience de tout ça, non, tu te dis, mais le gars, il va me faire péter un plomb. Donc, tu es obligé de balayer beaucoup de choses et puis petit à petit de reprendre un peu tous les points. Et forcément, moi, quelqu'un qui vient en stage une fois, le but, c'est pas les vider de leur argent d'année en année, mais ouais, bah, c'est comme tout. On fait Ah, tu quelque peux pas le chose. mitrailler d'un coup, Voilà, et tout lui il dire. faut peut-être revenir et aller un peu plus loin et se dire, ah oui, c'est vrai que ça tu as vu, je l'ai fixé. Ça, je l'ai réglé. Ouais, c'est vrai, ça, tu l'as réglé. Et maintenant, il y a ça. Ah oui, c'est vrai, ça, tu l'avais dit et tout, machin. Et en fait, c'est ça. Et l'apprentissage, il est comme ça. Si en one shot, on apprenait les choses, bah, au début, on a besoin de revoir les choses un peu régulièrement. Puis petit à petit, on peut les espacer. Et pour se souvenir de tout, c'est très compliqué. Et on a besoin aussi à un moment de se délester de
de ce poids, de cette charge mentale de penser à tout ça, en se disant, bah, moi, je vais faire ma séance avec mon coach, et puis c'est lui qui me dira les infos. Et puis voilà. Et puis moi, je ferai ce qu'il me dira. Et au moins, je n'ai pas à réfléchir avant à tout ce à quoi j'ai à penser sur la technique. Donc ça, c'est un confort, d'avoir un coach tout le temps. Mais ça a un certain prix. Quand on est, quand on est hors structure de club, ainsi de suite, ou que on veut faire… voilà, quand on a un coach personnel, ben, on lui achète son temps. Et, Hey. heu et puis voilà, donc c'est pour ça aussi que les stages, groupés, même si à un moment tu es pas sur le dos de telle ou telle personne pendant tout le week-end, heu, bah, ça permet quand même de pouvoir faire des stages à des prix qui sont ce qu'ils sont, parce que c'est ça coûte cher, hein, mais du moins qui deviennent un peu plus abordables que de dire: «Ah bah, moi je te réserve pendant tout un week-end». Ah bah oui, c'est un peu plus cher. Hmm. Bon, bah, pour finir un peu l'interview avec des petites questions un peu sympas, un peu drôles, un peu Ah, rapides. vas-y. Euh, dans tes, allez, on va dire que tu en es à quoi là? C'est la quatrième année, tu disais à The Ouais. Camp. Qu'est-ce que ça a été ta plus grosse erreur de coaching? Alors du coup, ça peut être assez général, ça peut être vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une personne. Et le jour où vraiment tu t'es dit, ah, putain, là, j'ai fait une boulette, là, j'aurais pas dû dire ça. L'an passé, Ah, alors c'est pas une boulette sur de l'entraînement, mais c'est enfin sur, un jeu que je leur ai fait faire et qui a failli, très, très mal tourner. oula. On est parti faire la Royale justement un matin, là, tous ensemble avec la promo, de l'an passé. Ceux Donc qui allaient faire la foulée blanche. ceux qui allaient faire la foulée blanche 2021 et Hmm. donc qui n'a pas eu lieu, mais voilà, peu importe. Et donc on est parti et il y avait des belles conditions de neige, c'était vraiment bien, il y avait de la poudreuse et tout, et on descend à la plaine des Herbouillies et là, petit plat descendant un peu sur, voilà, avec un petit peu de pilotage à faire, mais très peu, des vitesses assez faibles. Je leur dis, ben voilà, on va faire un jeu, on va faire un exercice en fait qui est intéressant pour se familiariser aussi avec les autres, parce que la foulée blanche, enfin une course populaire comme en vélo, comme Ah, tu te marches dessus. ouais, il y a des gens autour, il faut savoir vivre avec ces gens, il faut comprendre, on ne peut pas freiner. Freiner en ski de fond, ça veut dire écarter les skis, donc ça veut dire potentiellement quelqu'un qui nous skie sur les skis et qui nous fait tomber. Et là, après, bah, casser du matériel, tomber, ainsi de suite. Bon, bref. Et donc, il y a des manières de faire en laissant les skis dans l'axe, de pouvoir se familiariser avec les autres. Donc, on a un petit jeu comme ça qui est en fait un espèce de petit train en fait, où tu te mets tous en ligne et puis bah, tu tiens les bâtons de celui de devant et celui de derrière tient tes bâtons. Et le but, ce n'est pas de l'emprisonner, c'est de pouvoir jouer un peu avec, de pouvoir le repousser, de sentir aussi de l'aspiration, qu'on se rapproche. Et en fait, si tout le monde est un petit peu soudé et ça se passe normalement très bien. Sauf que du coup, ça s'est mal passé parce qu'à un moment, en fait, voilà, il y a eu un petit mouvement de panique au milieu et, et en fait, il y avait besoin de lâcher et il y en a une qui n'a pas vraiment compris, qui n'a pas lâché le truc et, et puis l'autre a paniqué un peu devant, donc elle s'est, voilà, en gros, c'est sortie de la piste et alors c'est tombé dans de la poudreuse. OK, donc moi je me suis dit, bah, j'arrivais un peu en rigolant en me disant, bah, d'une belle boîte, j'étais presque déçu de ne pas avoir pu filmer ça. Et en fait, c'était pas si drôle parce que du coup, j'en ai une qui a la cinquantaine, qui était un petit peu fragile déjà du cou. Et en fait, ouais, voilà, elle était tombée en arrière et puis elle était un peu choquée, quoi. Et donc, en plus, il y avait son mari dans le groupe, donc un peu plus paniqué que les autres. Et là, je me suis dit, mais merde, en fait, ouais, elle se relève pas, quoi. Et tu vois, elle était un peu stone, un peu shootée, là. Et puis, bon, il y a eu un petit bout de matériel un peu cassé et tout, machin. Puis, tu vois, tu sens bien qu'il y en a un qui a fait une connerie, il y en a une voilà, qui a fait, entre guillemets, n'importe quoi. Mais en fait, au final, c'est toi qui as fait de la merde à te dire, à proposer un jeu qui était pas adapté pour 10 personnes ensemble avec un élément qui, à un moment, a pas su avoir comment dire, le feeling suffisant pour se dire, mais en fait, là, je ne peux pas garder les bâtons de l'autre devant parce qu'il faut que je les lâche et que je les laisse Hmm. vivre. Et moi, je m'éloigne, en fait. Voilà. Et du coup, ça m'a servi de leçon. Ça ne veut pas dire que c'était un exercice que je ne referai pas, mais en donnant d'autres consignes et peut-être en commençant par d'autres petits groupes. Bon, après, à la fin, elle s'est relevée et on a fini la séance, hein, mais
sur le coup, tu te dis, bon, bah, c'est bien, Ouais, il y a pas pas de passer réseau loin téléphonique de à la ce boulette, moment-là. quoi. Et pour appeler les secours, j'aurais dû me faire quelques kilomètres un petit peu à fond, quoi. Ouais, puis il faut se méfier avec les bâtons quand tu tombes. C'est déjà arrivé en trail justement qu'une dame se plante le bâton Dans l'abdomen. dans le ventre. Ouais, alors, je ne sais pas exactement où il s'est planté, mais il a fallu appeler les secours. Ouais, c'était une blessure très très grave. Il a fallu faire une prise en Mais charge rapide. nous, en plus, avec les bâtons carbone, c'est des choses qui se sont déjà vues, Mm. ouais, que ça Mm. transperce un mollet ou des Ouais, trucs ça comme ça. pète d'un coup, hein. Après, au-delà de ça, c'était surtout des fois, tu arrives, tu es au milieu de la séance, tu es à l'endroit le plus loin de ce que tu as fait, de la boucle. Donc, s'il y en a qui commencent à péter des skis ou machin, bon, toi, tu peux toujours donner un ski, tu peux toujours donner un autre ski, puis tu arriveras quand même à rentrer plutôt bien. Mais après, voilà, les bâtons, bah, peu de chances que la personne qui casse fasse ta taille. Et puis surtout, il y a quelqu'un qui peut se faire mal. Donc, ce qui est arrivé là sur le coup, après, ça s'est bien fini. Mais voilà, là, je pense que j'ai bien fait de la merde. Bon, alors l'inverse maintenant, une journée un peu voilà, qui restera dans ta mémoire, une belle journée ou peut-être une perf dont tu as été fier, bah, justement, un de ces groupes que tu emmènes jusqu'à la compétition. Voilà, un beau souvenir. Alors En après, pensée. là, bon, pour le coup, les compétitions, il n'y en a pas eu tant que ça. Et je dirais pas forcément un résultat quelconque, même s'il y en a, parce qu'il y en a, ils ont tous des niveaux très différents. Il y en a, sont vraiment capables d'aller vite, et d'autres qui partent de beaucoup plus loin. Et en fait, moi, des très bons moments, c'est alors, il y en a plein, il y en a plein de très bons moments, mais finalement, là, j'ai quand même eu, c'est plus les retours que les gens me font. Et de temps en temps, alors il y a des gens qui font pas forcément de retour parce que bah, ils sont pas forcément comme ça. Ouais, quand on est content, en général, on dit rien. Voilà, mais tu as, aussi des gens, moi, ce que je veux, c'est que s'ils passent la ligne ou qu'ils fassent quelque chose, qu'ils aient la banane. Je reste joignable tout le reste de l'année. Je ne suis pas quelqu'un où quand on m'envoie un message, après, je ne réponds plus parce que le stage est fini. Donc, j'ai des gens qui m'ont fait des retours après plus tard. Ouah, ça, c'était trop bien ici et ça. Mais là, il y a quelques jours, justement, j'en ai un qui était de la première promotion et qui revient cette année pour faire la foulée blanche et qui est venu et qui m'a dit, mais en fait, tu m'as changé la vie. Et du coup, voilà, d'être passé à faire un stage avec toi, en fait, je fais plus le sport de la même manière. Pourtant, il a fait de l'aviron, il a fait une médaille mondiale dans les années 80 par équipe, là. Et donc, c'était un sportif de haut niveau hein, quand même. Et il vient de Paris, il skie pas forcément euh, super bien pour quelqu'un qu'on voit, mais il a quand même un certain âge. Et c'est une machine, en fait. Et en fait, voilà, quand on te dit des choses comme ça, bah, tu es heureux parce qu'en fait, c'est exactement ce que je recherche à The Camp. Pas forcément cette reconnaissance, encore que sans me cacher, et je ne pense pas il faille avoir honte de ça. J'aime avoir de la reconnaissance, Ah oui, c'est un moteur, hein, comme un c'est autre. un moteur, mais ouais, des moments comme ça, en fait, c'est l'humain et tu te dis, bah, en fait, moi, je cherche, je sais très, ils savent très bien, et moi, je sais très bien que les gens qui passent à The Camp, dans ces stages-là, ne sont pas des gens qui vont chercher à devenir champion de France ou faire ci ou ça. Mais de leur changer un peu leur quotidien sportif dans la pratique du ski ou dans d'autres pratiques ou ainsi de suite, ben, ouais, c'est pouvoir leur amener un truc auquel ils n'avaient pas pensé et qui leur amène une amélioration et un plaisir après de pratiquer. C'est ouais, c'est des phrases fortes. Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est peut-être aussi chez ces pratiquants, tu as aussi une marge de progression qui est vraiment plus haute. Tu vois. J'imagine qu'avec les athlètes, donc toi, tu es directeur sportif du Team Vercors, voilà, eux, peut-être que tu vas avoir du mal à leur faire passer les petits pourcentages du haut, tandis que quelqu'un qui arrive, voilà, il skie un peu, mais d'un coup, tu lui fais découvrir les allures, tu lui fais découvrir le ravito en course, hein, parce que quand on fait Oui, un marathon, il y en a pour 2, 3, 4 heures. Ouais, là, tu peux faire des gros changements, effectivement. c'est ça, ouais, sur les amateurs, il y a une marge de progression qui est énorme et parce qu'ils partent de plus loin dans cette pratique-là, qui découvrent. Après, tu as des gens qui peuvent être déjà très à l'aise dans d'autres sports et puis dans le ski de fond, ils ont besoin de tout découvrir. Et effectivement, avec d'autres athlètes là, plus jeunes, mais en même temps, ils ont déjà entre 20 et 25 ans sur le team Vercors, c'est déjà dans la catégorie senior. On joue sur des petits pourcentages, il y a plein de choses à découvrir, mais en même temps,
eux, ils peuvent aussi me donner des joies très intenses. Joie, cet été, j'en ai un qui est devenu champion de France de ski à roulettes, donc les championnats de France estivaux nordiques à Champs-Rousse, là. Et, euh, et même, il y en a un autre qui fait podium ce jour-là, ou ci ou ça. En fait, il me procure des fois des sensations d'euphorie, enfin de flow incroyable. En fait, j'ai l'impression de vivre à travers eux la course. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est une vie que je connais parce qu'elle a été la mienne pendant 20 ans. Et ouais, à un moment d'avoir la voix qui se crispe, d'avoir les émotions qui montent pour quelqu'un d'autre dans le sport et de plus être égoïste, entre guillemets, et de vivre que à travers ses propres émotions, de ses propres résultats sportifs. Ouais, ça, c'est aussi impressionnant. Ouais. Et ça fait plaisir. Bon, bah, allez, on va toucher à la fin avec peut-être une question marrante aussi. Par exemple, si tu avais l'occasion de choisir, pour toi, on va tourner la question un peu différemment, un groupe de sportifs qui viendrait à The Camp. Voilà, tu pourrais choisir, je sais pas moi, par exemple, cinq fondeurs là. Tu rêverais d'avoir qui, tu vois, une dream team un peu sous tes ordres pendant une semaine. Pour les entraîner? Ouais, ou alors peut-être Monsieur Tout le Monde, je sais pas, comme tu veux. Ah, Ouais. En fait, tu choisis tes cobayes pendant une semaine. Là. Une semaine, c'est toi qui choisis, c'est vraiment les gens. Voilà, ça peut être des athlètes de haut niveau. Une semaine, c'est toi le patron, le roi. euh, c'est dur à dire comme question sur des gens qui ne sont pas skieurs de fond parce que, Bon, sur des euh, athlètes, alors. ouais, ce serait plutôt sur les athlètes parce que, voilà, mais d'avoir le plaisir de pouvoir entraîner des gens d'un niveau incroyable, je pense aujourd'hui à un Johannes Klebe, en fait, ce serait un régal de pouvoir amener des choses à ces gens-là et en même temps, je me sentirais aujourd'hui très limité à me dire. En fait, c'est plus regarder ces gens-là s'entraîner et pour comprendre aussi plein d'autres choses que peut-être en France on ne fait pas ou on ne fait pas bien ou où on est perfectible. Et effectivement, dans ces cas-là, ce serait plutôt avoir 5 personnes pour observer de l'intérieur leur entraînement. Et là, ouais, j'aurais aimé, je prendrais un Björn Daly, je prendrais un Johannes Klebe aujourd'hui, je prendrais un Vladimir Smirnov, c'est une époque avant. Euh, je reprendrai un Vincent Vitoz, même si je me suis entraîné beaucoup avec lui, ce qui m'a pris un peu sous son aile ici, mais de le voir avec un autre œil maintenant, avec une autre maturité sur la force mentale du garçon et de tout ce qu'il peut amener. Et, et je prendrai une Marie Burgen. Pas un J'en petit prendrai bien Nortug pour d'autres, faire la mais fête le soir. hein. Un petit Nortug pour faire la fête le soir. Ouais, Nortug aussi, ouais. Nortug, ce serait intéressant. Mais bon, je pense qu'avec Klebe, c'est le même profil et il y a un peu pareil. Ouais. Donc, voilà, ma team. Ok. Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir dans ton groupe d'entraînement peut-être ta conjointe ou des gens de ta famille, ça peut être un frère, une sœur, un parent, oncle, tante, etc. Est-ce que tu as eu à les coacher des fois? Euh, pas sur pas sur du vrai coaching. Par contre, comment dire, en fait, à The Camp, toutes les semaines, je propose des cours de sport, des circuits training, en fait. Euh, pas musculation, mais au contraire, des petits exercices de plein de choses qui sont très variés d'une semaine à l'autre et tout pour monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, et où je peux m'adapter complètement aux uns et aux autres. Et là, oui, pour le coup, j'ai eu mes parents, j'ai ma conjointe aussi qui est venue, j'ai des amis et tout ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, sur le même exercice, sur les mêmes exercices, en fonction des gens qui arrivent et qui ont différents horizons, que tu connais plus ou moins et qui vont te dire, moi, je fais tel ou tel sport, bah, tu pars d'un exercice et tu leur dis à quoi ça peut leur servir pour les uns et pour les autres.
Et effectivement, j'ai ma mère qui vient régulièrement sur les cours, qui m'impressionne beaucoup à 70 ans, et une belle machine. Et, euh, et ouais, je pense que ça ne me poserait pas de problème de m'occuper de quelqu'un de proche. Et dans tes camps d'entraînement, enfin dans les stages, en plus, en biathlon, c'est vrai qu'il y a une parité qui est quand même assez bien, en ski aussi, qui est assez bien respectée. J'animais là, une course de biathlon la semaine dernière où il y avait quasiment la parité garçon-fille chez les U15. Elle a fait classe. Est-ce, ouais, est-ce que tu notes un peu des différences dans ta manière de donner les leçons, quoi, les grandes Oui, lignes, que ce soit un public masculin ou féminin? complètement. Dans la plupart de mes stages, j'ai toujours eu les deux. Donc ça, c'est bien. Je suis content d'avoir les deux et je suis toujours très content d'avoir aussi pas mal de filles parce que j'ai toujours peur qu'il n'y ait qu'une seule fille dans les stages pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense qu'un garçon tout seul au milieu des filles, Et ça va être content? moins. Ouais, il est content aussi, mais ça va être moins. Ça va moins l'inhiber. Je pense que les filles ont. Alors là, je prends avec des pincettes, hein, mais vraiment, je suis persuadé de ça, que dans ce public-là, je pense que les filles mentalement peuvent être enfin, sont des machines plus que les hommes, mais elles ne le savent pas et elles sont persuadées du contraire. Mm. Et du Ah, coup, souvent. elles se limitent beaucoup plus. Et il y a un gros besoin d'abord de prise de confiance. Et une fille qui arrive et qui se retrouve toute seule, en fait, les gens qui me posent des questions, c'est toujours ça. Il n'y a jamais un mec qui m'a dit est-ce qu'il y a d'autres garçons? Non, non. Par contre, j'ai des filles qui me disent est-ce qu'il y a d'autres filles au stage et tout? Parce que cette peur en fait, de ne pas pouvoir suivre ou de voir que le niveau soit trop haut est toujours présente, ce qui est souvent faux, parce que j'ai pas mal de filles. Alors oui, bien sûr, si à un moment on part courir ou quoi, on sait que physiologiquement, physiquement, le garçon a plus de force, plus de certaines choses, et que pour le sport, ça va le favoriser, bien sûr. Mais au bout d'un moment, tu as quand même des filles qui skient mieux que les garçons. Tu as des Ah filles ouais, une fois sur les qui skis. sont plus endurantes, tu as des filles qui ont beaucoup de qualités que d'autres n'ont pas. Et moi, ça me plaît beaucoup, surtout sur le ski à roulettes ou même sur le ski des fois, mais sur l'engagement. Par contre, les filles, à un moment, vont manquer un petit peu d'engagement. Euh, Elles ont la technique, elles savent faire, mais tu vois, la prise de risque ou tout ça, et elles Mm. ont besoin d'être accompagnées, d'être un peu entourées pour, tu vois, le garçon, au bout d'un moment, c'est bon, il a envie d'y aller, il n'a pas forcément envie d'être pris par la main. Alors qu'une fille, tu peux arriver à faire des gros changements dans un week-end. Et si tu t'es trompé un petit peu au début, si tu y allais un petit peu fort à dire, bon, bah voilà, c'est bon, tu fais la descente et puis basta, tu peux avoir une fille qui va pleurer derrière le virage et tu ne l'as pas su. Et voilà, tu vois, c'est une manière où il faut être un petit peu plus fin. Et c'est très intéressant parce qu'il y a, honnêtement, les plus grosses marges de progression ont été chez les filles, avec des filles qui avaient déjà tout, qui étaient tout organisées. C'est juste qu'elles n'osaient pas ou qu'elles n'avaient pas conscience qu'elles étaient capables déjà de faire ça. Et ouais, tu peux pas faire de la même manière avec les garçons et les filles. Même si des fois, tu as des filles qui fonctionnent comme des gars, où hop, faut y aller, il faut foncer. Et c'est vachement plaisant, en fait, je trouve, parce que ça rejoint aussi le versant mental où elles sont plus ouvertes de ce côté-là et elles ressentent plus le côté, comment dire, le côté ouais, où il faut que dans la tête, ça soit bien, que ce soit agréable sur l'effort. Tu vois, une séance un peu dure, bah, tu peux avoir une fille qui va pleurer parce que la séance, elle est trop dure. Et en même temps, tu as envie de lui dire, tu te rends compte de ce que tu as fait là comme séance, comme c'était dur et es allé jusqu'au bout. Elles sont capables d'aller beaucoup plus loin que nous. Nous, on fait un peu les durs, mais quand ça devient un petit peu difficile, on s'arrête plus facilement, quoi. Donc, ouais, j'apprécie vraiment avoir un public mixte et aussi avoir les filles parce il y a des leviers qui sont différents et très intéressants. Ah, puis ça doit être pas mal aussi pour, tu vois, pour les garçons, pour les remettre un peu sur terre. Quand j'en reviens à la vidéo, quand tu filmes le ski, le garçon physiquement plus fort va aller plus vite, mais en bourrinant.
Voilà. Et là, d'un coup, tu lui montres que voilà, je sais pas, Roselyne qui est dans le groupe, en fait, quand on la filme, voilà, visuellement, c'est beau. Et Ouais, alors que l'autre est passé pour un sanglier 2 minutes avant. Je pense qu'il voilà. peut y avoir une saine émulation aussi entre les deux. Après, ça peut charrier un peu, c'est Des fois, rigolo. ça c'est bien. Et puis surtout, dans le stage, il y a jamais que du physique. Moi, ça ne m'intéresse pas de leur amener et de leur dire, bon, ben voilà, on va faire telle séance, Embourriné. on va pulvériser. Et au contraire, il y a des fois des choses un peu plus fines et qui permettent à tout le monde à un moment de se sentir bien. Ou des fois, j'amène des techniques respiratoires, de l'apnée, ce genre de choses, où là, tout le monde est remis sur un pied d'égalité. Et ouais, aussi, voilà, quand à un moment, tu as un exercice où la fille, elle peut se retrouver à être la meilleure dans tel truc, c'est vachement important pour la confiance. Ouais. Bon, écoute, Robin, je te remercie. Ça va conclure notre entretien. Est-ce que tu Ouais. aurais éventuellement un collègue coach que tu aimerais voir passer dans le podcast? Euh, Ou peut-être dans un autre sport, hein, quelqu'un à qui tu penses, tu te dis, tiens, lui, ce serait sympa. euh, non, là, pas spécialement. Après, il y en a déjà eu quelques-uns. Et du coup, non, après, je ne sais pas si Pierre Arnaud est déjà passé en trail. Pierre Arnaud, c'est quoi son nom? Pierre Arnaud Bourguegnol. Ah, tu le connais? Ouais, il était au DUEP avec moi, au truc de préparation. Non, il va arriver. Il voulait attendre un peu encore. D'accord. Bon, ben voilà. Du coup, tu dis que. Il s'estimait pour l'instant pas assez légitime. Je lui ai dit qu'au C'est contraire, vrai? ce serait très intéressant. Ok. Ah, voilà. Donc voilà, ouais, Pierre Arnaud est dans les tuyaux. Voilà. Ça marche. Ok. Super, je te remercie, Robin. Au plaisir. Ciao tout le monde. Ceux qui ont écouté, merci à vous. C'était un peu long, mais je parle Ah beaucoup. ouais, justement, c'est intéressant. Salut Robin, bonne Ok. soirée. Ciao, ciao. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.